Ok, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à ce meeting pour vous parler du CDC de cet été 2025. Euh, Toujours plaisant de voir des nouveaux visages que plutôt sur ce qu'on a vu sur le terrain, là, des enfants qui se joignent à nous. Le club a plusieurs comme secteurs pour les enfants et le secteur loisirs, le CDC, et puis après une partie compétition et loisirs en parallèle. De voir certains enfants qui arrivent à évoluer d'un programme à l'autre, c'est vraiment quelque chose de plaisant. C'est vraiment important. Puis c'est de voir que chacun peut trouver sa place à un moment où il peut choisir une voie un peu différente et avoir des enfants de qualité qui se présentent comme ça à toutes les étapes de notre formation. C'est quelque chose qui est bien agréable. On est vraiment content de pouvoir accueillir de nouveaux visages dans le CDC. Euh, Juste avant de commencer à vous présenter et vous partager mon écran, puis présenter le CDC en tant que tel. Je vais insister sur une des principales différences en fait que vous allez voir cette année. Euh, un enjeu au niveau du soccer, en fait même de notre société, c'est vraiment la présence des filles dans le sport. Euh, sur le CDC cette année, vous allez voir, on a 3 équipes féminines et 10 masculines. Donc c'est un assez gros débalancement. Ça dépend un petit peu des vagues de génération qu'on a. Mais cette année, c'est un changement, c'est une différence importante. D'habitude, c'est plutôt du 30%, 70%. Et donc, le but est d'avoir un encadrement qui est le plus de qualité possible au niveau des filles pour leur donner un environnement où elles puissent s'épanouir et réussir à avoir plus de filles actives dans le sport. Donc, je vais passer la parole à Marie-Lou, qui est une nouvelle personne au sein de notre staff, qui va pouvoir se présenter et expliquer pourquoi on va réussir à donner un super environnement aux filles cette année. À toi. Merci. Je vais me présenter rapidement avant de vous expliquer un peu mon rôle au club. Donc, mon nom, c'est Marie-Lou. Dans la vie, je suis enseignante au primaire et je suis également maman d'un petit garçon, donc plus personnel, voilà. Mais concernant le soccer, j'ai déjà plusieurs années derrière la cravate. Entre autres, j'ai commencé, comme tout le monde, sur les CDC. Auprès des filles, évidemment. Ensuite, j'ai également entraîné des équipes un peu plus compétitives, là, U14 pour la montée 3 avant la réforme, une équipe U15 PLSGQ. J'ai également été responsable du secteur féminin dans un club de la Rive-Sud. J'ai aussi plusieurs certifications à mon actif. Donc, pour ceux qui connaissent la licence C, maintenant appelée le diplôme C, mon ESP, et ma licence enfant. Donc, voilà, j'ai quand même quelques qualifications aussi là, pour apporter mon expertise dans le club. Mon rôle principalement, ça va être vraiment d'épauler le club pour offrir un service de qualité aux filles. Mon service touche autant les filles qui sont dans le loisir, les filles seniors, le CDC, le U13+. Donc, c'est vraiment de m'assurer de l'équité aussi entre le secteur masculin et le secteur féminin. M'assurer que les éducateurs sont aussi formés sur le secteur féminin que sur le secteur masculin, parce que ça fait partie d'un gros enjeu, pas nécessairement dans notre club, on n'est vraiment pas les seuls, mais je me suis promenée sur plusieurs clubs de la Rive-Sud et ça fait pas exception. Donc, c'est beaucoup d'accompagner les jeunes éducatrices, éducateurs qui travaillent auprès des filles dans le secteur féminin afin de les guider, de faire un peu de mentorat, pour former nos éducateurs, parce qu'évidemment, oui, c'est ce qu'on souhaite, parce que ça fait un environnement de qualité, mais c'est aussi une exigence de Soccer Québec et de Soccer Canada. Et je vais être aussi là pour m'assurer de ça. C'est aussi de créer des événements féminins parce que le soccer féminin, les filles accordent une grande importance au sentiment d'appartenance envers leur sport, leur équipe, leur club. Donc, c'est en créant des événements un peu hors soccer que c'est ça qu'elles vont se rappeler le plus. Puis mon but, comme un peu Christophe a dit, c'est d'augmenter notre monde féminin et surtout conserver celle qu'on a présentement dans le sport.
Et évidemment, je veux m'assurer de la satisfaction de tous les membres féminins. Donc, je veux m'assurer que tout le monde a un service de qualité puis un service qui sont satisfaits avec ça. Je veux aussi m'assurer qu'à Trois-Lacs, on a les mêmes conditions que dans les autres clubs. Donc, dans les différents programmes qu'offre la région. Donc, je veux qu'on ait des représentants de Trois-Lacs féminines sur des équipes dans les Jeux du Québec et tout ça. Mais pour ça, il faut proposer des filles. Donc, je vais aussi m'assurer de regarder le développement des filles au travers des catégories pour m'assurer qu'on offre la chance à toutes les filles autant que les garçons. Puis, pour donner un peu plus d'exemples aussi sur déjà des projets qui sont en cours, je vais déjà avoir une petite, comme ce soir, là, une rencontre sur le CDC, pour le CDC, tout le secteur féminin. Mais là, comme on est là pour parler du CDC, je voulais juste me présenter officiellement à vous pour ceux qui ne me connaissaient pas et vous dire en gros c'était quoi mon rôle. Alors voilà. Merci Christophe. Avec plaisir, merci Marie-Lou. Donc, une autre personne qu'on verra souvent sur les terrains. Je vais donc commencer à vous partager mon écran. Voilà, pour commencer la présentation. Donc, la présentation sera principalement en français. Si vous avez des questions également en anglais, vous pouvez les poser. Donc, je vais vous demander de poser les questions dans le chat. En fonction des questions, soit je pourrai les prendre pendant ma présentation, soit je vais revenir à la fin. Et puis, on refera le tour des questions, et puis on verra s'il y en a d'autres qui vont s'ajouter à ce moment-là. Donc, on va parler ce soir du CDC U9, U12 ou FC3 pour cet été. Je suis Christophe Lecomte, le responsable soccer de base au club, donc en charge de ce groupe d'âge. Pour moi, c'est la 3e année que je suis en charge du CDC. Et donc, on essaye de continuer à mettre en place une philosophie en avançant beaucoup au début. Maintenant, on continue à aller vers la même direction, dans le même projet, en rajoutant des petites améliorations tous les ans pour aller vers notre idéal de CDC qu'on espère atteindre bientôt. Christophe, ton micro est fermé. Pardon, c'est une barre d'espace accidentelle, merci. Donc, je ne sais pas si c'était passé, je parlais pour les questions, donc utilisez le chat s'il vous plaît. Donc pour le club de ces Trois-Lacs, le CDC, les mêmes uniformes que pour le secteur compétition. Donc les enfants ont 3 chandails. Donc ce chandail blanc et noir pour nos matchs que vous voyez sur l'écran et un chandail bleu qui est utilisé pour les entraînements. Le kit comprend aussi une paire de shorts noirs, des chaussettes bleues et noires. Et vous recevez avec votre inscription aussi un ballon de taille 4 que les enfants apportent pendant nos entraînements et au match. Sur l'image en bas, on voit aussi qu'il y a un sac à dos qui est illustré. Et donc, le sac, l'année dernière, a été introduit, donc avait été donné pour tout le monde. Cette année, il est compris uniquement dans l'inscription des enfants U9. Donc, c'est représenté dans le coût un petit peu différent. Donc, eux reçoivent tous un sac. Et si jamais... si vous voulez soit un sac, soit un autre équipement, ils sont disponibles dans notre boutique en ligne qui est disponible sur le site. Donc, pour les enfants qui viennent, non pas directement en U9, mais qui arrivent en U10, U11, U12 et qui voudraient avoir le kit complet, c'est disponible sur le site. Laissez-moi revenir en arrière. Par rapport aux uniformes, donc cette année, on va faire une distribution groupée. Donc, nos uniformes vont être distribués idéalement donc, dans une salle qui est par contre non identifiée. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je vous ai mis des possibilités d'horaire, mais je ne peux pas vous valider quelle plage va être utilisée. Ça va être une seule des 3 qui sont marquées. Si jamais c'est possible, donc le plus tôt possible, on va vous l'indiquer. Pour l'instant, on est encore en recherche de salle. Donc, mais si vous pouvez essayer de réserver soit le samedi 10 le matin, sinon ça va être le mardi 13 ou le mercredi 14 le soir. Dès que le jour va être fixé, vous allez recevoir un horaire par groupe de CDC, donc les MU9 à telle heure, les FU10 à telle heure, pour pouvoir se présenter sans que tout le monde arrive d'un coup. Et on va pouvoir essayer des chandails et puis distribuer le kit aux enfants. Si vous ne pouvez pas vous présenter, le restant des uniformes va être distribué aux éducateurs et vous pourrez les avoir via eux lors des prochains événements. Donc, le CDC, c'est quoi? C'est un mot compliqué pour dire centre de développement du club.
c'est une philosophie pour favoriser le développement des enfants dans cette période d'âge où ils sont encore jeunes et qui sont vraiment très très propices à pouvoir se développer et à augmenter leur niveau technique pour mieux maîtriser les éléments qui font un bon joueur de soccer. En plus de ça, c'est une philosophie qui permet d'avoir un développement qui est vraiment basé sur la philosophie du club et qui se suit à travers les années. La structure est établie, les standards pour tous les groupes. Le club met en place un plan de développement qui a pour but de former des joueurs qui pourront jouer dans des systèmes, dans des plans de jeu à 11, mais le tout est allé sur plusieurs années. Donc le but n'est pas d'apprendre à un U9 à jouer comme un U15. Chaque enfant a à son âge des choses à apprendre. Donc on va étaler ça sur plusieurs années et mettre en place un plan, des répétitions qui vont lui permettre de pouvoir se développer à travers ces années, quel que soit le groupe où il joue. Le but est vraiment le développement à long terme du joueur. Donc ça, cette phrase-là, on pourra en parler très très longtemps. Le développement n'est pas la recherche de la victoire. Il y a beaucoup d'éléments différents qui vont s'appliquer dans ces deux notions. Donc, on va chercher à développer des joueurs individuellement qui sont techniquement le plus développés afin de leur permettre, quand ils vont arriver dans des étapes de sélection, U13, U14, U15, d'être choisis sur des équipes de haut niveau et qu'à ce moment-là, les coachs vont avoir des joueurs qui sont capables de faire beaucoup de choses sur le plan tactique. Mais nous, au CDC, notre but, c'est vraiment de développer leur niveau technique individuellement, quel que soit leur niveau. Alors, le CDC est sous la responsabilité du directeur technique, donc Aziz Dieng. Et donc, sous son responsabilité, moi, le responsable soccer de base, je suis en charge du programme. Donc, vous recevez beaucoup d'emails de ma part. Je suis en charge de la gestion de ces groupes et de leur bon fonctionnement. Donc, je gère aussi les plans d'entraînement qui suivent effectivement une planification dont on va parler rapidement par la suite. Je supervise toutes les opérations qui consistent à la formation des groupes d'entraînement et de matchs. Sur les sessions d'entraînement, je suis présent généralement. Et puis, j'assiste aussi aux matchs pour voir comment mes coachs gèrent les enfants et comment les enfants évoluent. Cette année, nous serons 220 peut-être enfants au CDC. Au cours de l'hiver, on arrive à les connaître tous. Au cours de l'été, il y a une grosse vague de nouveaux enfants qui arrivent, mais rapidement, on va être capable de les identifier, de les connaître. Et puis, on arrive donc à savoir, suivre leur développement, puis à voir leur progrès. Les différents rôles sont attribués à différentes personnes pour pouvoir faire en sorte que l'organisation fonctionne bien. Donc, une personne importante va être le responsable de plateau. Donc, c'est une personne qui est en charge de l'exécution d'un CDC un soir donné. Une personne qui sera identifiée, vous verrez, avec un t-shirt de couleurs différentes, et qui est la personne à s'adresser si vous avez des questions pendant les sessions. Donc, cette personne est aussi quelqu'un qui aide à la gestion des groupes, s'occupe du bon fonctionnement du CDC en assignant donc les éducateurs aux stations. On peut avoir des absences, des petits groupes, des gros groupes, donc il faut être capable de gérer tout ça. La session d'entraînement est gérée par cette personne au niveau des temps de chacune des stations. Et puis donc son rôle aussi est de faire en sorte que chaque coach puisse délivrer un contenu qui est celui qu'on lui demande. Donc il y a aussi un coaching vis-à-vis des coachs et un rôle au niveau des matchs. Puis une partie organisationnelle où on a des briefings avec les éducateurs. Chaque groupe aura un éducateur principal, donc c'est ce qu'on aurait appelé avant le coach. Maintenant, on lui change son nom parce qu'il n'est pas là pour coacher un groupe et gagner, il est là pour éduquer des enfants. Donc, c'est la personne qui sera en communication avec vous. Pour l'instant, les groupes ne sont pas complètement formés, donc on va attendre la formation complète des groupes. Et là, vous recevrez un message d'introduction du coach. C'est la personne que vous verrez avec vos enfants dans les entraînements, avec son groupe, dans les 4 stations et pendant les matchs. Et c'est lui qui nous fait l'évaluation principalement des enfants, produit des rapports, et bien sûr nous aide à faire le bon déroulé des sessions. Des entraîneurs assistants seront aussi avec ce coach principal. Donc là, les éducateurs assistants pourraient être de jeunes coachs ou des parents bénévoles qui sont aussi formés et qui ont la possibilité de pouvoir nous aider. Donc ces gens-là ont un rôle d'assistant et épaulent aussi l'éducateur pendant toutes les phases des entraînements et des matchs. Donc le but de tout ça, c'est quoi? C'est que si on prend un groupe de filles U12, on a 2 groupes de matchs qu'avant on aurait appelé 2 équipes. Bon, bah, on pourrait avoir l'équipe 1 avec le coach 1 et l'équipe 2 avec le coach B. Et puis, il y en a un, c'est le coach du siècle, et puis l'autre, il ne sait pas ce qu'il fait.
Donc avant, quand on était assigné à une équipe, on était toute l'année avec le même groupe, le même coach, et on était dépendant de la qualité et des choix de ce coach. Dans un modèle CDC, les choix de développement, d'exercice, de ce qu'on demande en match sont fixés par le club, et chaque coach va apporter le même message. On est tous différents, c'est pas exactement pareil. Les enfants n'ont pas le même niveau, on peut pas aller chercher exactement le même niveau d'apprentissage. Il faut qu'on s'adapte à des groupes plus forts, plus faibles, plus développés tactiquement ou pas. Mais l'ensemble est très très cohérent. Donc chacun a son rôle dans tout ça pour pouvoir avoir des groupes qui fonctionnent presque tous de la même façon. Et ça crée une culture de club qui va se retrouver dans chacun des groupes. Donc, ça vous enlève de la dépendance à la performance d'un coach particulièrement performant et d'autres coachs qui le seraient moins. Le plan technique est réfléchi, donc c'est pas juste j'ai envie de jouer d'une certaine façon et c'est tout. C'est vraiment quelque chose qui est mis en place avec une structure qui évolue entre le jeu à 7, le jeu à 9, puis qui ira vers ce qu'on leur demande quand on joue à 11. Tout ça basé sur la philosophie du club. Chaque groupe également obtient le même support et supervision. On pourrait aussi parler du temps sur les terrains, le type de terrain et la taille du terrain et ainsi de suite. Donc tout est égalitaire pour chacun des groupes. Et la supervision donc, est effectuée effectivement par le staff technique, moi-même, Aziz, ou d'autres personnes du staff. Et nous avons aussi Soccer Québec qui gère tous ces programmes, qui nous demandent de le faire d'une certaine façon. Nous aimons visiter au moins une fois par année par Soccer Québec. Avant, c'était 2. Maintenant, si la première visite est vraiment très bonne, ils viendront qu'une fois. Mais donc, on a une visite non planifiée de la part d'évaluateurs de Soccer Québec qui vont valider je sais pas, une cinquantaine d'éléments de notre CDC pour nous donner une note et voir si on fait un travail de qualité. Ensuite, donc, le coaching. Chaque coach étant avec son groupe, on aide nos coachs à pouvoir délivrer le bon message à leurs enfants en fonction de leur niveau, la façon de gérer la discipline. Un élément important, c'est comme on fait 4 stations, on change. Si un enfant fait des bêtises sur la station 1 et que sur la station 2, on change de coach, des fois l'information ne passe pas. Donc là, comme on a un suivi, tout ça est beaucoup mieux géré. Et ça permet d'adapter le niveau technique et la discipline à son groupe de la meilleure façon. Et pour chacun de nos coachs, comme la partie planification, les exercices, ce qu'on va faire est déjà fait à l'avance et que le plan est fait avec une certaine qualité, ça leur permet juste de pouvoir se concentrer, une fois qu'ils connaissent ce plan, sur ce qui se passe sur le terrain. Donc on les utilise au maximum leur capacité d'enseignant sur le terrain et on a enlevé tout le reste de la charge qu'on met au niveau du club. Donc chaque groupe a un éducateur principal, comme j'ai dit, donc un membre du staff technique pour chaque groupe d'âge et de sexe. Donc nous avons 13 groupes, idéalement nous aurons 13 éducateurs en charge, un chacun de son groupe. Ce que vous voyez en ce moment sur les terrains, donc les garçons, on a commencé lundi, les filles, c'est demain, ce sont des évaluations initiales. Donc chaque membre du staff est avec son groupe, on fait des activités de type match plutôt, et on veut être sûr de pouvoir placer chaque enfant dans le bon groupe pour commencer la saison. Cet éducateur, après chaque match, nous donne des rapports qui permettent d'avoir une réévaluation qui est comme structurée et rapide quand on va arriver en fin de cycle. Et bien sûr, ces éducateurs sont en charge de la communication avec vous. Nous utilisons principalement Rétroaction, la plateforme sur laquelle eux, ils peuvent vous écrire et que vous trouvez nos pratiques et puis tous les horaires de tous les événements. Ces éducateurs sont également évalués. On va le passer très rapidement là, mais sachez que certains matchs sont filmés. Nous, pendant les sessions, il y a aussi une phase d'évaluation de leur travail pour voir s'ils se comportent et qu'ils enseignent de la façon que nous on recherche. Donc, le principe du CDC, pourquoi la structure permet de le faire d'une façon qui est, j'irais dire jusqu'à intelligente, c'est vraiment basé sur ce qu'est un jeune joueur et comment on peut aider ses enfants à se développer. Donc à la base, c'est prendre en compte le besoin de l'enfant et qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Donc là, je vous ai aussi mis à partir du pré-CDC, les 8, pour comprendre les différentes étapes. Et quand on voit un enfant grandir, au début, même s'il joue au soccer, il est là pour apprendre à bouger. S'il ne sait pas courir, s'il ne sait pas se déplacer, se retourner, il ne pourra pas jouer au soccer. Donc plus ils sont petits, plus c'est ça le premier but de ce qu'on fait avec eux. À partir de 1h U10, la notion devient plus le plaisir avec le ballon, où on va chercher à développer cet amour du ballon, un bon contact, un bon contrôle, avoir du plaisir avec, pas s'en débarrasser, et ce genre de notions.
mais ça reste encore très, très individuel. Donc, ils vont jouer à 7, mais on ne s'attend pas à ce qu'un joueur puisse gérer les 6 autres sur le terrain. Par la suite, quand on arrive en 11 ou 12, la notion devient plus le plaisir avec les coéquipiers, c'est-à-dire que les jeux vont commencer à être plus évolués et les enfants, en grandissant, sont capables d'intégrer plus de notions, de prendre plus d'informations sur le terrain et de pouvoir gérer 3, 4, 5 coéquipiers et quelques adversaires dans une phase de jeu. Donc le développement des différentes années et du format de jeu permet d'aller chercher ces différentes étapes. Là, après, on ferait un sondage. Je pense qu'on connaît tous beaucoup le soccer, on a tous un avis, on a tous vu plein de matchs et on sait généralement ce qu'est le sport. Par contre, c'est pas pour ça que des enfants de 9 ans vont devoir faire la même chose que ce qu'on voit à la télé. Donc j'aime bien souvent rappeler les notions qu'on voit à l'école. C'est-à-dire, je vous dis, le soccer, c'est la même chose que les mathématiques, ça pourrait être une autre matière. Mais même si à la fin, on espère que nos enfants vont faire des choses très compliquées, pouvoir intégrer du calcul vectoriel ou maîtriser des matrices, c'est pas ce qu'on leur demande à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans ou à 12 ans. Donc il y a des étapes dans toutes les choses. À l'école, je pense qu'on comprend bien. Et arriver dans le sport, c'est comme difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'on leur apprend pas plein de choses dès tout petit. Ben, c'est parce qu'il y a différentes choses à apprendre et pour maîtriser les choses, il faut les étaler dans le temps. Et on y va dans un sens, dans une direction et des étapes qui font du sens, même si certaines choses qui vous feraient gagner un match, on va pas le faire au début parce que c'est en fait, c'est pas très important. L'autre élément, c'est vraiment en fonction de l'âge des enfants, leur développement mental va faire qu'ils ont des aptitudes cognitives différentes. Plus ils sont jeunes, plus ils peuvent apprendre de nouvelles choses rapidement s'ils ont des petites pauses entre chaque apprentissage. C'est vraiment dû à l'évolution de leur cerveau. Vos enfants, comme maintenant au vent, ont appris une, deux ou peut-être même plusieurs langues. Ils ont appris à bouger, à lancer, à faire des choses à l'école dans différentes matières. Donc ils sont en apprentissage constant. Et c'est l'âge d'or pour apprendre tout ça. Donc c'est maintenant qu'il faut apprendre le développement technique. C'est pas si on leur apprend beaucoup de notions tactiques jeunes, qui d'abord vont être trop compliquées pour eux, arriver plus grands, pour eux ça va être difficile, ça va prendre beaucoup de temps pour intégrer des nouvelles notions techniques, alors qu'en faisant dans l'autre sens, c'est beaucoup plus efficace. Il y a un enfant qui devient technique jeune, qui maîtrise le ballon, aime le sport. Plutôt que je ne sais pas quoi faire avec ça, j'arrive pas à le contrôler et tout est difficile. Donc, les différentes étapes, les différentes choses qu'on cherche à développer chez eux sont en fonction de leurs aptitudes à eux. Et la phrase de Xavi en bas, c'est quelque chose qui est très important, on trouverait sur beaucoup de philosophies de coach, c'est qu'au soccer, le résultat est un imposteur, ça sonne un peu mieux en anglais, c'est que vous pouvez gagner vos matchs, ça ne veut pas dire que vous êtes bon. Particulièrement nous, en tant que coach, on ne doit pas penser qu'on gagne parce qu'on est bon. On va gagner un match parce que notre équipe est plus forte que celle d'en face. C'est à peu près tout. On espère que ça va être le cas. On peut en gagner des fois en faisant des choses exceptionnelles, mais la règle, ça va être celle-là. Donc le but, c'est pas de faire des choses qui nous font gagner, c'est de faire des choses qui vont permettre à nos enfants d'être meilleurs. Et si on fait ça, si on leur apprend un petit peu à chaque fois, on va avoir des enfants qui progressent, on va avoir une évolution positive de chacun de nos joueurs et on va avoir de bons résultats également. Mais c'est pas le résultat d'abord. C'est d'abord l'apprentissage, c'est d'abord développer les qualités des enfants, leur créer un environnement de plaisir qui leur donne envie d'essayer de revenir. Mais la recherche du résultat ne doit absolument pas être le critère numéro un. Et malheureusement, vu des lignes de côté, des fois, c'est plus ça qu'on va voir à la fin, mais ça ne devrait pas être le but pour des enfants. Un autre exemple souvent que je vais donner, c'est, je ne sais pas si vous envoyez vos enfants jouer au parc, on va imaginer qu'ils ont un ou plusieurs ballons et puis qu'ils ont joué à quelque chose qui ressemble à du soccer, mais pas forcément. C'est peut-être que les buts, c'était des arbres et puis qu'il y avait 4 buts, 8 buts, il n'y avait pas de but. Il y avait 7 équipes, tout le monde a joué l'un contre l'autre. Demandez-leur qui a gagné. Et je ne sais même pas s'ils vont le savoir en rentrant. Et quand on fait comme des espèces d'analyses ou de sondages pour savoir les critères d'amour d'un sport, le critère de victoire vient très, 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 très bas. Donc, on ne recherche pas le résultat, on recherche le développement, on recherche le plaisir. Si on a le plaisir et le travail dans un environnement contrôlé, on va obtenir les résultats plus tard. Donc, je vous ai parlé de planification technique. Ceci est un exemple. Ça évolue, ce n'est pas exactement ce qu'on va suivre, mais ce que je vais insister, c'est, vous voyez, les notions qu'on va travailler, qui vont être courir, dribbler avec le ballon, passer, recevoir le ballon, tirer, finition, défense individuelle. Je veux surtout souligner que, bon, c'est structuré, qu'il y a un choix de c'est quoi la taille du cycle et puis c'est quoi les notions qu'on utilise, mais surtout la simplicité des notions. Donc ça peut paraître très simple,
Il y en a des un petit peu compliqués, mais ça reste quand même simpliste. Le but, c'est que dans chacune de ces notions, si on est capable à 12 ans de faire tout ça parfaitement, on est un bon joueur. Si on n'en sait qu'un petit peu, qu'il y en a une partie qu'on n'arrive pas à faire, on ne pourra pas jouer d'une façon vraiment qualitative. Donc, la possibilité d'apprentissage à ces âges-là est vraiment dans la simplicité des thèmes. Par contre, la maîtrise de ces thèmes et rechercher les différents éléments qui sont contenus dedans, là, il y a beaucoup de choses et beaucoup de répétitions nécessaires, mais ce n'est pas en cherchant des trucs très compliqués jeunes qu'on arrive à les développer. Donc les sessions, ça je vais être très vite, c'est plus sur mes coachs. Tout est partagé avant les sessions, c'est structuré. Les notions, vous voyez ici, sont développées en plan, en exercice sur les terrains et ainsi de suite. Et donc les entraînements. Donc encore une fois, des enfants jeunes. Donc on veut qu'ils, souvent ils aiment beaucoup le sport, il y en a qui voudraient jouer tous les jours. Il ne faudrait pas les faire jouer tous les jours dans un environnement contrôlé comme les clubs ou équivalents. Les enfants ont besoin d'environnement libre et ou de pause. Donc, nous, on vous propose 3 entraînements par semaine, plus un match, qui est déjà beaucoup. Donc, on peut faire d'autres sports, on peut avoir envie de jouer plus les jours libres, on va jouer avec ses amis au parc, ça serait idéal. Mais la fréquence d'entraînement maximum ne doit pas être excessive non plus pour ces enfants de cet âge-là. Même si ce n'est pas évident aujourd'hui, vous allez trouver des enfants à 10 ans, à 13 ans qui n'ont plus envie. Donc, il y a ici des études qui montrent des problèmes psychologiques chez les enfants importants, même en très jeune âge, et surtout au Canada. Le burn-out, faire trop d'une chose, c'est aussi important. Donc, il y a une notion de coût si on ferait plus, mais surtout la logique par rapport à leurs possibilités. Et donc, 3 entraînements qu'on va vous proposer. Cette année, quand on aura les terrains naturels, les entraînements, donc CDC, par station, vont avoir lieu sur le terrain de Dorion Garden. On a moins de terrain cette année, donc il y aura moins de rotation. Les 3e entraînements d'équipe, eux, sont sur le terrain du Parc des Mésanges à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Pour les matchs, donc à peu près un match par week-end. Certains week-ends, il n'y aura pas de match, il pourrait être reporté plus tard, mais c'est à peu près ça. Le samedi matin, donc pour les garçons, et le dimanche matin pour les filles. C'est une préférence, c'est pas une règle, mais tous les clubs qui le peuvent le font. Quelques-uns vont avoir samedi 4h30, je sais Verdun, des fois $, mais c'est assez rare. Principalement nos matchs U9, U10, donc au Parc des Citoyens L'Île-Perrot, on a 2 terrains côte à côte, et les U11, U12 sur le terrain de Lorne Worsley à Vaudreuil. Pour le début des activités, donc sur les terrains synthétiques, c'est commencé. Les garçons, c'était lundi, les filles, c'est demain. Ce sont des jours qui sont dans votre cycle de semaine normale, donc on a pris les terrains qu'on pouvait avoir. Quand on commence la saison, le club n'a accès qu'aux terrains synthétiques et qu'à un petit peu de ces terrains synthétiques, donc on a peu de terrain pour commencer, d'où le choix de faire que 2 entraînements par semaine, donc lundi, jeudi, garçon-fille, et dimanche pour tout le monde, dimanche matin. À partir de la mi-mai, date pas exactement fixée, mais j'ai supposé 19 dans ce slide, nous commençons donc le cycle complet à Dorion Garden, lundi pour les garçons, mardi pour les filles. On embarque sur nos 3 entraînements par semaine. 19 semaines d'activité au total, on vient de commencer. On finira le 21 septembre. Donc ça, c'est le week-end, le 3e week-end de septembre, où a lieu le tournoi du FC Trois Lacs. Un tournoi auquel tout le monde participe et qui permet de clôturer la saison sur un événement festif et de voir... en plus, souvent, il fait beau, donc je pense que c'est une belle façon de finir la saison sur le tournoi du club. Nous conservons, en fait, la Ligue nous l'impose, les 2 semaines de blackout pour les semaines de la construction. Ça n'inclut pas le premier week-end de ces vacances-là et le dernier non plus. Donc, dès que les matchs vont sortir, faites attention. Il pourrait y avoir des matchs à ces week-ends-là, mais pas celui du milieu. Donc, le 21 juillet au 1er août, ça, c'est le lundi des vacances de la construction jusqu'au vendredi de la 2e semaine. Là, il n'y a aucune activité club, ni match, ni entraînement. Donc, le week-end d'avant, le week-end d'après, le samedi ou le dimanche, vous pouvez avoir des matchs en fonction de votre calendrier. Donc, notre calendrier tel que vous le voyez dans Rétroaction. Donc, pas de match avant le 17-18 mai. Et pour l'instant, on utilise uniquement le terrain synthétique de Chêne Bleu. Donc, les garçons, lundi soir, 18h45, 20h pour les U9, U10 et 8h, 9h15 pour les U11, U12. On a déjà fait une fois. Et pour les filles, demain, Chêne Bleu, les 4 classes d'âge qui passent dans le premier bloc, 18h45 à 20h. Le dimanche,
un certain mélange pour pouvoir passer tout le monde dans 2 blocs, parce qu'on n'a pas assez d'accès au terrain. Après, il y a d'autres équipes après nous. Donc, le premier bloc avec les équipes féminines et les U12 garçons, de 9h à 10h15. Et le deuxième bloc de 10h30 à 11h45, avec les 3 groupes garçons restants, donc les U9, U10 et U11 garçons. Donc, pas d'entraînement d'équipe pour l'instant et pas de match. À partir du 19 mai, on a nos terrains naturels. Maintenant, on peut prendre notre horaire complet. Donc ça, c'est l'horaire pour la saison d'été. On utilise Down Garden et pour les entraînements par CDC et Parc des Mésanges, comme j'avais dit, pour les entraînements d'équipe. Pardon. Et donc, attention, cette année, un changement, je l'ai mis en jaune. Quand on est pour l'instant en train de commencer, on commence à 18h45 à chaîne bleue. On a accès au terrain que tard. Dans Garden, on peut avoir accès au terrain plus tôt, donc on va commencer la première session à 18h30. Donc de 18h30 à 19h45 pour le premier bloc, tel qu'indiqué. Les pré-CDC 8 aussi se joignent aux filles le mardi et le jeudi. Et le deuxième bloc, comme on a commencé le premier plus tôt, on peut faire un deuxième bloc d'1h30 qui va faire de 19h45 à 21h15. Donc, si on regarde du côté des garçons, les U9, U10, 1h15 d'entraînement, les U11, U12, 1h30 d'entraînement, c'est l'idéal. On veut un petit peu plus long pour les plus âgés. Pour les jeunes filles, on a assez de place pour vous passer toutes sur un terrain. Donc, les remarques que j'avais l'année dernière, c'était est-ce qu'on peut finir plus tôt et ainsi de suite. Donc, je vous propose de passer les 4 groupes et le pré-CDC dans le premier bloc. La contrainte est que l'entraînement des U12 dure le même temps que l'entraînement des U9. Donc, il y a une réflexion à avoir. Si jamais vous préférez le 15 minutes d'entraînement de plus, c'est possible, mais il va falloir décaler l'entraînement des U11 et ou des U12 pour le deuxième bloc. Donc ça, il y a un choix qu'on peut faire. On a le terrain, mais j'ai pris le choix qui m'avait été plus demandé l'année dernière. Les entraînements d'équipe, donc les garçons le jeudi, les filles le vendredi, à 18h30 au Parc des Mésanges. Les garçons, il y a un deuxième slot parce qu'on n'arrive pas à passer tout le monde d'un coup. Puis vos matchs le samedi matin. Juste une remarque pour ceux qui ne le savent pas sur les cycles garçons-filles, comment ils ont été faits. Donc, les garçons match samedi, les filles match dimanche. On part de là et puis on essaye de vous mettre des entraînements tous les 2 jours sans avoir d'entraînement la veille du match. Donc, c'est pour ça que ça donne des cycles lundi, mercredi, jeudi pour les garçons et mardi, jeudi et vendredi pour les filles. Au niveau des programmes spécifiques, donc, nous avons des entraînements pour nos gardiens de but. Sur le même format que ce qu'on avait cet hiver, sauf que pendant l'été, il y a un peu plus de staff et de place. Donc, tous les gardiens se présentent au même entraînement toutes les semaines. C'est le vendredi, 18h à 19h10, au dôme de Bédurfé, donc le dôme où on était cet hiver. Certains gardiens de l'hiver sont déjà identifiés. Pour les autres, chaque éducateur nous dira qui est gardien dans son groupe. Et puis, on l'inscrira au groupe et vous verrez les sessions apparaître dans Rétroaction. Vous verrez également des thérapeutes sportifs occasionnellement sur les matchs CDC. Donc, c'est quelque chose qui nous est offert par le club pour essayer d'agrémenter un peu nos sessions. Donc, c'est rare qu'on ait des blessures qui demandent un thérapeute sur le CDC, mais bon, quand même, ça pourra aider. Et sur des week-ends où on aura plusieurs matchs qui suivront, on a un thérapeute qui sera présent. Donc, on va faire une rotation sur les équipes. Je pense que tout le monde le verra une fois. Je ne sais pas si par chance ou malchance, je ne sais pas comment dire. Une équipe aura 2 fois la présence d'un thérapeute, mais on va essayer de faire une fois par équipe au cours de la saison. La partie importante, donc la communication. Si vous êtes ici, je pense que beaucoup vous utilisez bien la plateforme Rétroaction, donc c'est vraiment la clé. Pour les calendriers d'entraînement, nos matchs, ces genres d'événements, partagez à l'avance votre présence, c'est vraiment très très important. Et des groupes de communication aussi par groupe de match où vous pourrez échanger sur un petit chat si jamais il y a des questions ou besoin d'échange. Donc là, cette année, je décide de faire un petit peu différemment. 6 jours avant, 3 jours avant, vous recevez des rappels. Si jamais vous n'avez pas encore indiqué, moi je vais envoyer plusieurs rappels. Je vais m'attendre à ce que chaque personne ait répondu présent ou absent avant la session. Et au début, si je vois qu'il y a des gens qui ne le disent pas, je vais essayer de vous trouver, venir vous voir, vérifier que tout le monde a bien accès. Si vous, ça ne marche pas, je ne vois pas mon enfant, je vois le calendrier de tout le club, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme autre problème. Là, j'ai 3 enfants, j'en vois 2. Venez me voir, on va regarder, et puis souvent on peut essayer de débugger, sinon on va fouiller ce qui ne va pas. Mais ça va être vraiment important que ça marche. Pour que vous soyez au bon endroit au bon moment.
les liens vers les cartes et autres pour les différents terrains. Et aussi la communication entre vous et nous est quelque chose qu'on évalue au niveau de la place de votre enfant dans son groupe de match. Donc on va en reparler plus tard, mais c'est un élément qui est vraiment important. Comme je disais, on gère environ plus de 200 enfants, donc c'est important que tout ça soit très très bien lissé pour que ça fonctionne. Pour ceux qui sont moins familiers, je vous ai mis un screenshot de ce qui se passe sur un téléphone. Donc vous avez ce petit check vert ou X rouge où en fait c'est un point d'interrogation gris avant que vous le remplissiez et en cliquant dessus vous nous donnez votre présence. Donc une fois que ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Il faut juste le faire comme il faut. Si vous êtes nouveau, vous l'avez jamais utilisé, qu'on a inscrit votre enfant cette année, vous pouvez donc aller sur soit l'application, soit le site retroaction.ca et vous connecter. Donc, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous créer un compte, ça vous redemande votre email, nom, prénom, ainsi de suite, et vous allez pouvoir avoir accès à la plateforme. Si jamais ça vous dit que votre email est déjà utilisé parce que votre compte avait été créé avant ou que vous l'avez déjà utilisé, vous ne saviez plus, vous pouvez utiliser la fonction mot de passe oublié, puis ça va vous guider pour retrouver un mot de passe en envoyant le lien vers votre courriel. Une fois que c'est fait, vous vous loguez sur l'accueil, vous voyez le calendrier de votre enfant. Donc des attentes. Bon, alors moi, bien sûr, j'ai des attentes envers les éducateurs. Donc ce qu'on partage avec eux, on espère que vous les verrez à l'heure, dans la bonne tenue officielle du club. Et puis après, la partie technique, c'est ce qu'on va leur demander de faire attention et bien respecter. On parlera aussi d'un code éthique et un code de conduite du club qui est obligatoire pour chaque personne qui fait partie du club et d'adapter sa pédagogie vis-à-vis de la philosophie du club. Effectivement, on est quand même tous un peu différents, on peut avoir des qualités différentes et une personnalité différente, mais on doit tendre vers un profil de coach qu'on veut voir au FC3 Lac. Donc, on travaille sur ça. Vous, en tant que parent, il se peut qu'il y ait des choses que vous voyez qui vous étonnent ou qui ne soient pas conformes à vos attentes. J'insiste pour que vous veniez communiquer avec nous. Je suis très souvent là, vous pouvez m'écrire par courriel, mais souvent on se verra sur les terrains. Venez échanger et puis on pourra voir s'il y a des choses à travailler, certaines questions qui doivent être répondues ou des situations qui ne sont pas bien passées. Donc, on va vraiment travailler sur ça. Maintenant, les attentes envers les joueurs et les parents. Donc, nous avons différents programmes au club qui ont différentes règles pour que chacun y trouve sa place. Au CDC, on va essayer de mettre en place une structure de formation assez élaborée qui demande, vous allez voir, beaucoup de monde sur le terrain, une organisation qui roule bien. Ensuite, aussi, on travaille à long terme pour développer vos enfants, donc on développe une personne avant le joueur. Donc il y a certains éléments qui ne l'empêcheraient pas de bien jouer, peut-être à peu près bien jouer un match, mais qui empêchent d'être un bon partenaire, qui empêchent de bien faire fonctionner le groupe. Donc toutes ces règles-là ont pour but de nous aider à avancer dans toutes ces notions. Donc être présent, donc être commis à ce qu'on veut faire et être à l'heure. Porter la tenue officielle du club et la bonne tenue, donc le chandail bleu pour les entraînements et les chandails de match pour les matchs, apporter les deux chandails. Bonne communication avec nous, vous pouvez être en retard, vous pouvez être absent, tout arrive, vacances, un problème avec le travail. Si on le sait, donc dans Rétroaction, quand vous cliquez sur le X, vous pouvez mettre une raison, vous pouvez nous envoyer un message, vous pouvez nous parler la fois d'après, vous pouvez envoyer un email, tout va fonctionner, mais on a besoin de savoir. Quelqu'un qui ne vient pas et qui ne dit rien, est-ce qu'il a envie d'être là? Donc, on a des places limitées, on a des enfants qui vont se développer plus que d'autres, il y en a qui vont mériter de changer de groupe. La communication fait partie de ça. Si l'intérêt est faible, quelqu'un qui a plus d'intérêt pourra passer devant l'autre enfant. Bien sûr, donc, les disponibilités à jour et avoir une attitude et un comportement, là j'ai qualifié de bon, on va les voir après. Pour les enfants, c'est quand même un peu plus simple, on va se baser sur les mêmes notions qu'à l'école. Pour les parents, on va avoir aussi un code de conduite qui est à respecter. On veut aussi que les parents FC3 Lac permettent d'avoir une ambiance positive en tout temps, qu'on soit en train de perdre ou gagner, quelles que soient les conditions. Bien sûr, respecter la philosophie du club. Donc, j'insiste toujours sur le fait que c'est peut-être pas la philosophie que vous partagez. On n'est pas obligé de l'aimer, mais on est obligé de l'accepter si on veut rester. Okay, on peut parler de tout, pourquoi on le fait, c'est quoi notre philosophie et pourquoi nous on pense que c'est bien. Mais après, ça implique que tout le monde adhère à la philosophie pour qu'on puisse avancer ensemble. Maintenant, les règles et conséquences. Alors, je vais changer d'écran pour vous mettre ce document. Je vais regarder s'il y a une question. Il y en a beaucoup, je vais revenir après. Et puis certaines, je pense que je vais y répondre après. Donc, je ne vais pas répondre à ça tout de suite.
Ok, donc le document de règles et conséquences, je vais vous l'envoyer. Donc, le CDC a des règles strictes pour qu'on puisse être capable d'avoir 4 groupes d'enfants sur un demi-terrain qui va jusqu'à peu près 17 enfants par groupe et avoir un apprentissage de qualité dans l'heure et demie qu'on va avoir avec eux. Donc, toutes ces règles font que ça devient fonctionner. Un critère de non, je dirais presque acceptation des CDC, c'est un enfant qui ne peut pas prendre du plaisir, en tout cas dans ces conditions. Donc souvent, je fais attention à ce que les enfants qui nous rejoignent, ils essayent, ils aiment pas, souvent ils aiment, mais je vais être ouvert au fait que non, j'aime pas, c'est trop strict, et c'est possible. Donc, pour les enfants, c'est plus l'environnement qui est différent du soccer loisir, par exemple. Mais pour vous, les parents aussi, vous allez voir, il y a des conséquences et des règles strictes qu'il faut accepter d'adhérer, sinon on ne peut pas avoir un CDC de qualité. Donc, les uniformes, on n'est pas au FC Barcelone ou au parc, donc on vient avec un maillot d'entraînement bleu FC Trois Lacs. Ouais, je vais juste rajouter une chose, toutes ces règles strictes qu'on va appliquer, au début, on va les apprendre. Donc, on ne va pas être 100% strict sur tout. Mais au fur et à mesure, on doit avoir une évolution. Et encore une fois, un enfant qui n'adhère pas ou qui n'arrive pas à respecter ces règles de façon suffisante va être pénalisé par rapport à un enfant qui, lui, arrive à cocher toutes les cases. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Donc, les séances d'entraînement, notre maillot bleu, nos shorts noirs, les chaussettes bleues ou noires, protège tibia, chaussures de soccer, 100% obligatoire. Votre enfant se présente sans protège tibia, on le ressort du terrain. C'est trop risqué au niveau de la sécurité, on ne pourra pas accepter. S'il est dans la voiture, tant mieux, il y retourne et les met. Si vous habitez pas loin, tant mieux. Si quelqu'un peut en prêter, peut-être. Si on ne peut pas trouver de solution, à la prochaine fois. Pour nos matchs, donc les uniformes de match blanc et noir, on essaye de jouer en blanc tous les matchs. C'est comme l'uniforme principal du FC3 Lac avec nos couleurs. Si l'autre équipe joue blanc et que nous sommes à l'extérieur, on change de chandail. Si l'équipe qui vient nous visiter est que en blanc et qu'ils n'ont pas de dossard et qu'ils ne savaient pas, et juste, bon, on va être gentil, on va aussi changer. On n'est pas en LDP à vouloir gagner un match absolument. Mais donc on apporte toujours nos deux matchs, nos chandails de match, pardon, mais on va essayer d'utiliser le blanc en priorité. Protège tibia et chaussures de soccer, bien sûr, toujours obligatoire. Si c'est pas présent, si vous n'avez pas ce uniforme ou si c'est protège tibia, on ne peut pas jouer. S'il pleut, s'il fait froid, si malheureusement on aura encore de la neige, bien sûr, on va accepter qu'il porte quelque chose en plus, des pantalons ou des couches supplémentaires. Mais voilà, on comprend les exceptions, on fait attention à la règle. Donc, être à l'heure, la ponctualité va être super important. Aux entraînements, on vous demande de vous présenter 15 minutes avant, ce qui laisse le temps d'arriver, de se garer, d'être un peu en retard et d'être prêt pour le bon moment. Si on arrive durant le premier atelier, on peut ne pas y participer et attendre le début du deuxième atelier. Si vous arrivez alors que le deuxième atelier est commencé, donc là on parle de 25 minutes dans la séance, l'enfant ne pourra pas participer à la séance. Si vous voulez faire partie, il faut vraiment qu'on soit présent à l'heure. Si jamais c'est un retard, travail qui est prévu ou autre et qu'on le sait à l'avance, on peut peut-être s'accommoder, mais encore une fois, communication importante, mais la règle c'est d'être là à l'heure. Pour les matchs, encore une fois, super important. Au niveau des coachs, on a des exigences sur ce qu'ils font avec les enfants à une certaine heure pour qu'ils soient prêts à jouer un match avec les qualités que nous, on recherche. Ça nécessite que vous arriviez à l'heure du rendez-vous. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard. 30 minutes avant le match pour les U9, U10, 40 minutes ou 45 minutes pour les U11, U12. C'est important, sinon les enfants ne peuvent pas avoir une préparation correcte. Donc, si on arrive et que l'échauffement est déjà commencé, votre enfant ne pourra pas commencer sur le premier shift du match. Ce n'est pas une grosse pénalité, mais c'en est une quand même, donc pour comprendre que c'est important. Si on arrive alors que la première mi-temps est commencée, l'enfant ne participe pas pendant la première mi-temps, il pourra jouer pendant la deuxième. Si vous arrivez alors que la deuxième mi-temps est commencée, là c'est une règle de nos arbitres au niveau du soccer, l'enfant ne peut pas participer du tout au match. Donc juste arriver à l'heure et les enfants auront des bons matchs et seront bien préparés. Les attitudes et comportements, bien sûr, on veut du respect que nous, on a envers les enfants envers nous, et les parents envers les autres parents, les parents envers le staff et tout le monde au club. Ce sont des jeunes enfants, on s'attend à ce qu'il y ait des problèmes quand même, ça arrive, mais on va leur faire comprendre que c'est important que ça ne doit pas arriver. Donc la première erreur provoquera le retrait d'un atelier pour que l'enfant puisse se retirer et comprendre sa faute. La deuxième fois que ça arrive dans la même séance, l'enfant est retiré de la séance, je vous le ramène, je vous explique c'est quoi le problème, mais il rentre chez lui. Le but, c'est qu'ils comprennent pourquoi, encore une fois, c'est important et qu'on arrive à changer le comportement pour que ça s'améliore. Dans un match, ça va être au choix de l'éducateur, un enfant peut être retiré du match si son comportement n'est pas correct, vis-à-vis de ses partenaires, des adversaires, du coach, de l'arbitre ou je ne sais quoi.
Les disponibilités dans les 3 actions. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, au moins une semaine à l'avance, sinon plus, mettez si vous êtes disponible ou pas. Souvent, on le sait qu'on va être présent dans les 3 prochaines semaines. Mettez tout d'un coup. Ça peut changer, on a l'option de recliquer, il n'y a pas de problème. Le savoir le plus possible à l'avance qu'il y a des enfants qui vont me manquer va nous aider. Donc, on s'attend à ce que votre présence soit mise 48 heures à l'avance pour un entraînement, 72 heures à l'avance pour un match. L'application va vous bloquer 24 heures avant un événement. Donc après, il faudra passer par nous, de dire j'ai mis que j'étais présent, mais malheureusement, je ne peux pas venir. J'espère qu'on vous mettra aussi une raison dans votre message, et puis là, on peut s'ajuster. Mais ne pas le savoir à l'avance va imposer on ne peut pas aller chercher de call-up, ou il nous manque plein de gens et on va chercher des gens dans notre équipe et puis on se retrouve à 17. Tout ça, c'est pas acceptable. Donc on a vraiment besoin de le savoir à l'avance. Vous avez la possibilité de le faire dès que l'activité est dans l'application et vous allez recevoir ces reminders 6 jours avant, 3 jours avant. Donc si vous ne recevez pas quelque chose, si ça ne marche pas, dites-le. Mais vous n'avez pas d'excuse de ne pas le faire parce que tout est mis en place pour que ça marche bien. Donc, il faut juste bien le gérer et comme ça, tout pourra bien fonctionner. Communication, effectivement, encore une fois, juste nous prévenir quand il se passe quelque chose pour qu'on puisse ajuster. L'événement de force majeure, on va le comprendre aussi, mais on a besoin d'être au courant. Et les présences aux entraînements. Donc, au CDC, on va donner du temps de jeu et des chances égales à tous les enfants qui participent de la même façon. Donc, surtout au début de l'été, de la saison maintenant, vos enfants ont encore de l'école, certaines sessions vont être un peu tard le soir. On ne peut pas forcément non plus exiger que les enfants soient là aux 3 ou 4 sessions de la semaine. Par contre, il y a un minimum pour pouvoir participer au match. Si un enfant veut juste venir aux pratiques d'équipe parce que pour lui c'est le plus fun et qu'il veut juste faire les matchs, ça ne fonctionnera pas. On est là pour apprendre l'évolution et puis l'apprentissage à long terme ou dans chaque semaine a besoin de participer, nécessite la participation à nos séances. Donc, il faut pouvoir participer au moins à 2 pratiques par semaine, incluant une pratique par station. Donc, si ça, c'est pas requis et que vous avez juste fait la pratique d'équipe de la semaine, vous ne seriez pas éligible à jouer le match de la semaine. Okay, c'est pas juste pour jouer des matchs. C'est une des différences entre les différents programmes. Au CDC, on a besoin de faire les entraînements pour pouvoir faire les matchs. Donc, ce document vous sera envoyé. Vous l'aurez en référence. Je vais revenir sur la présentation. Pour vous expliquer rapidement ce que vous allez voir sur le terrain. Ça ressemble déjà un petit peu à ça lundi. Ça va être différent quand on va vraiment faire des séances de CDC plus avec un apprentissage technique. Pour l'instant, on a une évaluation. Donc les stations, là en plus, il n'y en avait que 3 pour les évaluations, mais les stations étaient plus des formes de match. Mais il y aura toujours une station de match qui représente à peu près un quart du terrain, où les enfants jouent ce qu'on appelle un mini-match, et 3 stations techniques où les enfants vont travailler différentes habiletés sur le thème du jour. La partie warm-up, ça dépend des terrains qu'on utilise. Sur un terrain type dans le Garden, on va plus faire le warm-up dans la station de match. Et les stations 1, 2, 3 seront sur l'autre côté du terrain, parce qu'en fait, le terrain est beaucoup plus grand. Et ces stations sont notées ici 1A et 1B, donc la plupart du temps sont divisées en 2 pour pouvoir faire des sous-stations où on divise le nombre d'enfants par station pour qu'effectivement il y ait plus de jeux et plus de touchés de ballon par enfant. Sur des sessions où on a beaucoup d'enfants, on a le même setup de l'autre côté. Donc, le déroulement d'une session CDC, 15 minutes avant le début de la session, ça va être la fin de la préparation du terrain pour nous. Ensuite, environ 5 minutes avant, les enfants qui sont déjà arrivés peuvent rentrer, déposent leur bouteille à côté de la station d'échauffement qui va être donc sur le terrain. On peut commencer une activité supervisée par un éducateur qui au début n'est pas structurée, mais elle est encadrée pour qu'il n'y ait pas de problème. Et surtout, la règle principale, c'est les enfants ne peuvent pas arriver sur le terrain et commencer à tirer au but. C'est non organisé, c'est dangereux, ils ne sont pas échauffés, donc c'est pas ça qu'on fait. Par contre, ils peuvent venir, ils peuvent faire des passes, ils peuvent faire des dribbles, ils peuvent juste rester et parler. C'est leur moment à eux. En même temps, nous, on s'occupe des éducateurs, on a un briefing pour parler de la session, et puis ensuite commence l'échauffement. Présentation du thème, les objectifs de la séance, on fait un cri d'équipe, et l'entraînement va commencer, chacun allant à sa station avec son coach. Donc une session, c'est 4 stations à tour de rôle. Les joueurs et les éducateurs du même groupe restent ensemble pendant la séance. Certains coachs seront, eux, comme stationnés sur des stations techniques pour faire rouler ces stations, gestion des dossards.
Donc l'idée, c'est de démontrer que tout a besoin d'être bien cadré pour que ça roule vite dans le temps qu'on a. Les 17 minutes sur une rotation plus une activité, si on perd 5 minutes à changer de station, 2 minutes à prendre un petit bout d'eau, qu'on est tout le temps en train de discuter, les 17 minutes, il ne reste plus rien. Donc ça arrive vraiment très très vite. Donc on fait une attention particulière à ces éléments-là. En fin de session, donc nous raccompagnons vos enfants vers la sortie pour qu'ils vous retrouvent à la sortie du parc. Pour les enfants, donc là on va être plus sur Don Garden, pour les enfants qui peuvent rentrer seuls, on va vous envoyer un document. Et s'il vous plaît, si vous autorisez vos enfants à partir sans votre présence, il faudra nous le signer, nous le retourner, on va le mettre dans son profil rétroaction, et nous ça valide qu'il peut partir seul. Mais on ne peut pas laisser partir un enfant sans parents si on ne le sait pas. Donc il y a des enfants qu'on va retenir avec nous. Un élément que je n'ai pas ici, c'est aussi, s'il vous plaît, soyez présents, j'aimerais, mais au moins à l'heure, à la fin de la session, voire même si on a un orage et qu'on doit arrêter la session avant, on va vous envoyer un message sur rétroaction, mais il faudra le temps de venir chercher votre enfant. Si vous n'êtes pas à l'heure et que nous, on doit garder 5 enfants, ça ne peut pas le faire non plus, ok? Donc ça arrive rarement, souvent ça se règle vite, mais c'est important d'être présent à la fin pour pouvoir récupérer notre enfant, bien sûr. Les choses les plus sur nos coachs et la gestion des entraînements. Quelque chose d'important, donc les bouteilles d'eau. Donc chaque enfant a besoin d'une bouteille d'eau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas chaud, ou même s'il fait très chaud, on va lui en demander 2. Idéalement, elles pourraient être identifiées, parce que les enfants retrouvent leurs bouteilles, mais des fois, elles sont toutes vertes et rouges avec le même marque de boisson dessus. Donc, c'est pas évident. Et puis après, nous, au niveau de nos entraînements, on demande aux enfants de poser les bouteilles à un endroit vraiment particulier, qui est donc un cerceau, pour que toutes les bouteilles soient regroupées. Et ça crée une gestion facile des groupes, et puis ça, c'est beaucoup plus sécuritaire et organisé. Mais c'est ça, bouteille d'eau, des fois ça va être obligatoire quand il va faire très très chaud. Un enfant qui se présente sans bouteille alors qu'on a un humidex à des chiffres élevés, il va rentrer chez lui également. Okay, c'est vraiment important. Donc les premières semaines, la première semaine et demie, on va dire, c'est une phase d'évaluation initiale. Donc des enfants se sont inscrits dans un groupe. On a plus qu'un groupe de match dans plusieurs de nos classes d'âge. Donc on doit choisir comment on va classer nos enfants pour commencer dans un groupe 1, un groupe 2 et un groupe 3. Donc le staff technique en charge de ces groupes fait des activités avec ces groupes préliminaires. Pour l'instant, on est en train de mettre des enfants un peu, comme on sait, un peu mélangés pour les voir dans différents environnements, se faire une idée, et puis pouvoir les évaluer pour commencer. Donc ça ressemble beaucoup à des mini-matchs. On va essayer de faire différents types d'activités, mais souvent on a besoin de les voir jouer pour voir comment ils se comportent et puis quel niveau ils ont, que ce soit au niveau technique, au niveau collectif ou comment ils se comportent par rapport à leurs partenaires et autres. Donc c'est la première évaluation. Plus tard en saison, après chaque match, je reçois des rapports des éducateurs ou des superviseurs ou moi-même. Donc je ne le détaille pas, mais donc on reçoit des rapports avec des notes et puis des commentaires sur leur performance dans les matchs, qui nous permettent d'accumuler ces rapports tous les matchs qu'on aura toutes les semaines. Et à la fin donc on aura 2 cycles de réévaluation qui nous permettront de changer certains enfants de groupe. Donc c'est par rapport à leur performance, leur comportement, on va voir les critères exacts après. Et surtout, l'idée c'est que avant, quand vous étiez sélectionné dans une équipe ou pas, c'était toute l'année dans l'équipe et puis c'est fini. Là, on ne veut pas ça. Les enfants vont se développer différemment. Certains vont se développer très très vite, donc vont plus un peu plafonner. Certains vont pas venir assez. On a parlé de la communication également, ou un enfant a un problème quelconque. Donc, on va respecter le niveau de développement de chacun des enfants, leur évolution, récompenser aussi ceux qui vont performer ou suivre tous les critères qu'on leur demande, et ça va provoquer des changements de groupe. D'habitude, chaque fin de cycle, entre chaque groupe, on a entre 0 et 2 changements, je veux dire. Donc, ce n'est pas la moitié du groupe qui change. Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur de son groupe qui change. Ça dépend de ce qui se passe dans le groupe du dessus. Ça dépend des différences de niveau. Mais on va être attentif à ça. Et puis, ils sont évalués de façon constante pour pouvoir faire un bon travail. La notion de rapport et de classement qu'on peut accumuler par rapport aux performances, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de rapide et qui est bien fait. Ensuite, il y a une discussion entre les éducateurs pour vérifier les possibilités de changement et de prendre ces décisions. Donc là, j'arrive aux critères d'évaluation. Je vais commencer par la fin. Le dernier, c'est le niveau d'habileté.
donc sa performance sur le terrain et sa capacité d'apprentissage. Les 3 autres, c'est pas ça. Les 3 autres critères, c'est son engagement, est-ce qu'il est présent, la ponctualité, est-ce qu'il vient avec la bonne tenue, est-ce qu'il porte des chaussettes qui sont les bonnes, faut lui demander de mettre ses protèges tibias. Son comportement, donc comment il fait preuve de respect ou pas, discipline, il suit des instructions, il fait qu'à sa tête et autres. Et l'attitude, donc mon niveau d'effort, à quel point j'arrive à travailler, et la concentration. Tout ça sont des facteurs qui vont à la fin aider ou pénaliser un développement. Ça va donner un niveau d'habilité, mais un niveau d'habilité égal, on va privilégier ceux qui ont un meilleur engagement, comportement et attitude. Donc c'est vraiment, je reviens sur le développement de l'individu avant le développement du joueur. Ça, c'est des critères importants qu'on va mettre en place dans ces classements. Et le niveau d'habileté est important, mais il n'est vraiment pas le seul. Donc cette réévaluation, c'est la base du CDC. C'est qu'on ne veut pas sélectionner une équipe, 2 équipes, l'autre 3e équipe n'existe plus. Leur mettre les meilleurs coachs à ceux qu'on a sélectionnés, et puis les autres n'auront plus jamais leur chance. On veut accepter un maximum d'enfants, dans la limite de nos possibilités d'accueil, bien sûr, il y a une limite, mais le maximum, et les laisser tous évoluer, tous apprendre la même chose, pour les développer tous dans la même direction. On veut vraiment privilégier le niveau de progression de chaque enfant, et j'ai vu des enfants commencer dans le groupe 3, faire première évaluation groupe 2, puis groupe 1. J'ai vu le contraire. J'ai vu 1, 2, 3 dans la même saison. Après, des fois, on va rester au même endroit, on monte, on descend, tout ça, c'est normal. Ça doit arriver souvent. Sauf que c'est pas parce que vous avez eu 2 semaines où j'étais fatigué, à l'école ça va pas, ou je sais pas, qui fait qu'on doit forcément changer de groupe. Donc, il y a une notion de temps. On ne veut pas les mettre en mode panique. À chaque fois que j'ai raté 3 passes, c'est fini, changer de groupe. Donc on a du temps pour pouvoir faire accumuler des performances. Par contre, oui, il va y avoir une évolution, et oui, ça doit être normal. Les enfants au CDC vont changer de groupe. C'est notre but, c'est ce qu'on veut voir. S'ils seraient tous égaux, ça serait facile, on embrasserait tout le temps les 3 groupes et puis ça marcherait. C'est pas la réalité, bien sûr, mais c'est un événement normal qui doit arriver. Il y a une raison, ça va les aider à se développer, les récompenser ou les remettre dans des conditions plus favorables pour continuer à se développer. Des enfants qui descendent de groupe, qui comprennent sur quoi ils doivent travailler, travaillent fort, reviennent, sont 2 fois plus forts. Donc ça fonctionne très très bien, ça récompense ceux qui travaillent, et c'est vraiment quelque chose d'important au CDC. Donc il faut l'embrasser avec cette opportunité qui est là. Donc les éducateurs aussi sont évalués, bien sûr. Là, hein, c'est un peu la même stratégie qu'avec les enfants, mais avec une autre grille. Donc les entraînements, pour que on impose des règles, c'est strict, c'est petit, ça va vite, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Le but, c'est de créer un environnement qui va permettre l'apprentissage au plus grand nombre et dans un environnement de plaisir. Donc, on crée des contraintes pour que le reste puisse exister. De notre côté, après, nous, nos pratiques, nos plans sont faits pour que les enfants puissent apprendre au maximum, donc avec des entraînements dynamiques, beaucoup de touches de balle, progressifs. Donc, chaque coach peut adapter les exercices, que ce soit à travers la même séance ou par rapport à un groupe plus faible ou un groupe plus fort. Les exercices vont essayer d'être le plus possible réalistes. Donc, on veut que ça ressemble à du soccer, qui est différentes phases de jeu, c'est-à-dire je suis pas juste en train de prendre un ballon à tirer, le ballon il peut revenir, il se passe qu'est-ce que je passe après que j'ai tiré, je défends, ainsi de suite, avec une exigence au niveau des prises de décision, augmenter la vitesse d'exécution, et puis aussi après des choses importantes, c'est laisser les enfants découvrir. Donc dans certains setups, on crée des exercices, on laisse les enfants essayer de marquer dans un but bizarre, dans une situation étrange, pour les forcer à réfléchir et à développer une capacité à résoudre des problèmes sur un terrain et devenir plus créatif. Bien sûr, le tout reste souvent compétitif. Le plus on peut faire de jeux contre une autre équipe ou contre un de mes partenaires et compter des buts, c'est forcément plus le fun, donc on essaye de privilégier ça. Même chose pour le coach, donc on va leur demander des choses pour principalement ce que je vais vous dire ici, c'est le coach, il corrige pas assez. En fait, les enfants, ils apprennent pas quand on parle. Les enfants, ils apprennent quand ils jouent. Donc, c'est vraiment un art difficile de trouver la bonne équilibre entre ce que je vais leur dire, ce que je vais arrêter, quand est-ce que je vais arrêter, quand est-ce que c'est le bon moment, et ainsi de suite. Donc, on guide nos coachs, mais notre but n'est pas d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de parler, de crier, et dire à chaque joueur quoi faire. C'est pas un bon coach. Il faut savoir laisser les enfants explorer dans un cadre qu'on a fixé, les guider, des fois arrêter, les ramener. Il y a différentes façons de donner le feedback.
mais les enfants qui jouent sont des enfants qui apprennent. Donc ça, c'est vraiment important. Puis après, je vous laisserai lire le reste, mais c'est plus des façons de questionner les enfants, de leur parler pour les aider à réfléchir et aller chercher des solutions eux-mêmes. Donc ça, c'est ce que je parlais sur les différentes façons d'intervenir. Le jour de match, donc, au CDC, on a des groupes ensemble, on va les voir évoluer et tout. Par contre, on va jouer des matchs. Donc, un match, on a un nombre fini d'enfants qui va se déplacer au terrain A, au terrain B. On doit les diviser, d'où la création des groupes. À ce moment-là, quand on commence un match, à partir du moment de rendez-vous, on forme une équipe au sens plus ancien du terme. C'est-à-dire on a un groupe de joueurs qui allons jouer ensemble pour obtenir un but. Donc les enfants, ils viennent là pour gagner un match. Avec des rôles, chacun va jouer pour l'équipe et ainsi de suite. Donc la partie compétitivité, esprit d'équipe, apprentissage des positions se fait dans le match. Le coach, lui, a un autre rôle qui est d'apprendre une notion de soccer à travers son match. Ça aussi, c'est quelque chose de complexe. Mais donc, la philosophie du CDC, les mouvements dans les entraînements, pour les matchs, on revient à une forme plus classique. Je vous souligne que certains matchs seront filmés. Donc, ce côté-là, cet hiver, je pense que j'ai réussi à filmer tout le monde, au moins une fois. Donc, quand c'est fait, on vous partage les vidéos, vous, pour les parents, vous pouvez revoir vos enfants. Nous, ça nous permet de revoir des choses avec des coachs ou de faire un peu de vidéo avec certains des enfants pour leur montrer des points très précis. Très jeune, c'est pas quelque chose qu'on cherche beaucoup, c'est plus le plaisir de se revoir, d'avoir marqué un but et de pouvoir le voir, je pense que c'est plaisant. Pour les plus vieux, on va plus aller chercher un peu de rétroaction sur les matchs et voir certaines notions qu'on essaye de mettre en place sur les terrains. L'arrivée au match, donc, comme je vous l'avais spécifié, pour les U9, U10, c'est 30 minutes avant le début du match. Pour les U11, U12, j'ai mis 40, j'irais peut-être même jusqu'à 45. Par contre, après, 5 minutes après le rendez-vous, l'échauffement commence. Donc, c'est important d'être à l'heure pour ne pas être en retard à l'échauffement et pas être pénalisé pour le match. Plus que être pénalisé par le match, on pénalise son enfant qui n'a pas la bonne préparation. Ça va rester quelque chose de plaisant, ça va être, on essaye de gagner, puis on ne veut pas les stresser, mais on a besoin d'une préparation mentale pour les enfants qui est dans cette routine. Certains groupes où les enfants arrivent très en retard, le match est à 9h, ils arrivent à 9h moins 5, je sais qu'ils ne vont pas faire un bon match. C'est juste, ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Donc, encore une fois, si on sait que ce jour-là, ça va être difficile parce que quelque chose, ok, on va gérer, mais il faut que ça soit une exception, que ce soit un enfant. Si la moitié du groupe arrive en retard ou qu'il y en a 10 qu'on dit je viens et qu'il y en a 8 qui se présentent, ça va forcément être difficile. Pour les temps de jeu, donc les U9, U10, on partage le temps de jeu. C'est-à-dire qu'on roule notre banc en fonction de la taille et pour faire jouer tout le monde à peu près de la même chose. Donc, 50-50, je serais étonné qu'on arrive à faire que le temps de jeu de chaque enfant match du 1 pour 1 pour tous les enfants. On peut se faire, il y a plein d'événements qui font que ça ne peut pas être possible, mais on essaye d'aller rechercher ce temps de jeu égal. Pour les 11 ou 12, ça change un petit peu dans le sens où ils sont plus grands, on les approche plus de la compétition, donc on va laisser avoir une petite différence. La petite différence, souvent, j'essaie de dire, c'est comme il y a un chiffre de plus, mais un chiffre, ça ne veut pas dire une demi-période, okay, c'est un peu plus long pour ceux qui performent plus aujourd'hui. Donc il y a une récompense à la performance un petit peu, mais elle reste comme minime. La question des gardiens de but, si votre enfant est gardien de but, j'aimerais vous en parler personnellement. Idéalement, on ne veut pas que le gardien soit que gardien. Donc déjà, de 1, on voudrait que nos gardiens soient de bons joueurs, c'est-à-dire qu'on puisse s'appuyer sur lui comme un joueur donc, qui est à l'aise avec ses pieds. Donc le gardien soit un bon joueur sur le terrain, c'est un avantage aussi. Pour sa formation, qu'un gardien joue souvent, par exemple, comme striker, il va se retrouver face à un autre gardien, ça lui fait voir la situation à l'inverse, ça l'aide dans sa formation aussi. Et puis, le poste de gardien de but est très spécifique au soccer. Votre enfant, il a 10 ans, il veut être full gardien. Ok, c'est bon, il s'amuse. Et puis, à 10 ans et demi, c'est comme, j'ai plus envie. Et bon, à 10 ans et demi, c'est pas trop grave, on aura sûrement le temps de récupérer et de changer. Cette situation arrive à des enfants, genre de 15 ans, au sport-études. Donc, ils étaient gardiens d'un certain niveau, ils aimaient bien ça, puis un jour, ils vont aller voir leur coach pour dire, moi, gardien, ça m'intéresse plus. Il a changé. Mais s'il n'est pas capable de jouer joueur, pour lui, ça va être un événement vraiment catastrophique dans tout son environnement, école et autres. Donc, on ne peut pas être certain qu'ils vont vouloir rester toujours attachés à cette position. Et en plus, ça les aide à être de meilleurs gardiens de but. Donc, jouer sur le terrain, avoir plus qu'un gardien par match, ou si on a vraiment un gardien et 10 joueurs qui ne sont pas gardiens, il y en a un plus l'autre partie du match, ça va être une rotation sur les autres joueurs. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va encourager. Puis pour nos joueurs de champ,
Encore une fois, on ne veut pas qu'il joue à une position qu'il maîtrise et puis c'est tout. Un joueur de 10 ans n'est pas défenseur central. C'est un joueur de soccer. Est-ce qu'il a des aptitudes défensives? Oui, sûrement. Est-ce que quand il joue en attaque, il redescend trop bas? Bah, peut-être. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'il essaye. Et que, bon, même s'il navigue dans des positions plus défensives sur le terrain, il n'y en a pas qu'une. Donc on veut qu'il puisse bouger de position. Même si tout le monde va voir que lui, il est bon défenseur droite, bah, des fois, il va jouer milieu central. Et c'est tout à fait correct. Il faut qu'il apprenne dans différentes positions. Je vais aussi insister sur les partenariats. Des fois, mon enfant, il joue super bien avec son copain. Ok, très bien. Mais un jour, on va sélectionner une équipe et puis l'ailier droit, bah, c'est pas le copain qu'on prend, c'est un autre parce qu'il y en a un qui s'est présenté qui est meilleur que lui. Et votre enfant, il joue plus parce qu'il a plus son copain, donc on ne peut pas les attacher qu'à un enfant. Un, ça optimise une connexion, mais ça optimise pas les décisions et sa qualité, son intelligence de joueur. Et deux, effectivement, le jour où il y en a un qui ne pourra pas continuer pour une raison quelconque, on va casser ça. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas chercher. On va peut-être gagner plus de matchs, on optimise des connexions, mais on ne va pas optimiser le développement de vos enfants. Donc je pense que j'ai déjà parlé un peu de ça. C'est vraiment un match est un autre type d'entraînement. Par contre, dès qu'en face, c'est pas le même chandail, l'intensité monte, l'envie de gagner monte, les enfants vont oublier ça. Donc ça, c'est un rôle pour les coachs. Pour vous, les parents, c'est ça, on ne cherche pas à gagner un match, donc on n'optimise pas des choses, on veut qu'ils soient dans une situation d'apprentissage. Si vous gagnez 9 matchs sur 10, vos matchs n'étaient pas assez difficiles. Vous n'avez pas appris. Dans ces conditions-là, on peut faire à peu près n'importe quoi, on va gagner pareil. Donc on gagne, mais on n'apprend rien. Donc c'est vraiment pas ça qu'on cherche. Euh, Encore une fois, je parlais des coachs, on ne veut pas interrompre beaucoup pour les matchs. Pareil, on ne veut pas dire beaucoup. Les enfants sont jeunes. On ne peut pas leur parler d'un plan de match de U18 quand ils ont 10 ans. Donc, il faut que ce soit simple, une instruction principale, peut-être deux autres un peu connexes, et puis c'est tout. Puis après, on corrigera position par position pendant le match, mais pas plus que ça. Le coach aussi ne doit pas être forcément trop volubile et actif, dans le genre passe à droite et ainsi de suite. Nos enfants, on veut les guider dans une certaine réflexion, leur donner des indices pour qu'ils trouvent les solutions eux-mêmes. Et la base, c'est d'encourager les erreurs. C'est pas il a raté, il est nul. C'est vas-y, essaye encore, et trouve la solution. Bon, normalement, si c'est tout le temps la même erreur, on va en reparler, mais trouve la solution toi-même, mais te décourage pas. Et cette année, j'ai rajouté une slide sur les parents. Donc, à un certain niveau, ça me paraît évident, ça va être dans le code de conduite, mais je pense qu'on ne pourra jamais trop le rappeler. Votre rôle comme parent, c'est d'écouter votre enfant, est-ce qu'il aime le soccer? S'il n'aime pas ça, je pense qu'il faudrait peut-être pas qu'il soit là. Par contre, si c'est le cas et qu'on vérifie que ça c'est vrai, après, le but, c'est de l'encourager, deux, de l'encourager et trois, de l'encourager. Il n'y a pas de tu gagnes, tu perds, c'est trop facile, c'est trop dur, l'autre équipe est trop bonne, tu n'arriveras jamais à rien. Ça ne va jamais être positif, on ne pourra pas avancer. Vos enfants ont besoin d'encouragement et de donner leur meilleur. Si on fait ça, on va forcément faire bien. La même chose, et je sais que c'est difficile parce on sait, il pourrait faire plus. Coacher depuis les tribunes est très contre-productif. C'est une de nos règles, donc on va intervenir d'ailleurs si c'est le cas. Mais un enfant qui va entendre son parent du côté gauche, par exemple, du terrain, qui va tourner la tête, qui va plus suivre le jeu, pour nous, il n'est pas concentré, il n'écoute pas. Et puis, je pose la question, est-ce que vous savez ce que nous, on lui a demandé? Qu'est-ce que le coach lui demande? Qu'est-ce que ses partenaires attendent? C'est quoi son rôle aujourd'hui? Sur quoi on travaille? La réponse est sûrement non. Donc, encore une fois, ça revient à des encouragements. Lâche pas, c'est bien ce que tu as fait, go FC3 Lac. Mais donner des instructions précises aux enfants, ça va être hyper négatif. Et puis là, l'obvious, bien sûr, pas de commentaires envers l'autre équipe, un joueur de l'autre équipe, le coach de l'autre équipe, les arbitres, les parents de l'autre équipe, entre vous, parents. Bien sûr, le respect qu'on demande aux enfants s'applique aussi à tout le monde au club. Donc, on attend une grande discipline de ce côté-là. Pour les éducateurs, un peu plus compliqué, différentes tâches. La chose la plus importante qui est en rouge dans ce document, c'est une seule voix en même temps sur le terrain. Donc, on limite le nombre de coachs, chacun a son rôle. Je demande aux parents de ne pas coacher les enfants, mais je demande qu'à un seul coach aussi de coacher les enfants. Donc, vous voyez, c'est important même pour nos coachs. On ne veut pas quelque chose qui soit dissonant. Bon, ça, c'est pour nos coachs, les échauffements, pour les gardiens de but. Donc, un petit mot sur les systèmes de jeu, parce que vous verrez des choses sûrement différentes entre nous et d'autres clubs. Je ne vais pas aller trop loin, mais juste, donc, le but du système de jeu de la semaine est d'optimiser l'apprentissage du thème de la semaine. Ce n'est pas de massacrer l'équipe en face. Peut-être qu'on va se mettre dans des conditions difficiles.
peut-être qu'on a un objectif d'apprendre quelque chose à nos 2 joueurs centraux au milieu du terrain. Et je sais que l'équipe, je ne la mets pas dans les conditions favorables à sa réussite pour gagner le match. Mais ça va être de l'apprentissage. Donc ça m'est arrivé récemment et ça arrivera encore. On veut travailler ça et bon, au bout d'un moment, si les enfants n'arrivent pas, ils peuvent lâcher un petit peu. Mais nous, on sait ce qu'on veut travailler et puis on va les aider pour le futur. Donc, les différents systèmes qu'on utilise sont basés sur le projet de jeu qu'on veut utiliser en U13+. Pour faire simple, construire de l'arrière, des jeux basés sur les ailiers, des renversements de côté et des jeux avec un seul striker. Donc, c'est ce qu'on va retrouver sur nos systèmes à 7 et à 9. Donc, soit le plus classique que vous verrez, c'est le deuxième, 2-3-1, nos 2 défenseurs, 3 milieux, un attaquant, ou 3-2-1, qui permet d'aller chercher d'autres notions pour les joueurs centraux, puis d'avoir des ailiers plus en débordement, toujours avec un seul attaquant. Le but n'étant pas d'avoir le joueur le plus rapide, lancer le ballon le plus long possible, il court plus vite, il tire, il marque. Ça fait 5 buts, mais ça n'apprend rien, donc c'est pas ça qu'on cherche. Euh, je sais que dernièrement, cet hiver, en tout cas, j'ai réussi à avoir plusieurs matchs où on voyait l'identité de jeu par rapport à d'autres clubs. Et ça, je suis content et fier de mes enfants et de mes coachs. Donc, on voit des choses que nous, on fait et qui avec le temps, commencent à porter fruit. Ça demande des efforts, ça demande des échecs, mais c'est pas un raccourci vers la victoire. Mais quand ça marche bien, bah, c'est gratifiant. Euh, Même chose quand on joue à 9, donc des jeux basés sur des ailiers et un seul attaquant. Le premier système, en fait, c'est un 4-3-1, mais les 4 défenseurs, il y a 2 wingbacks qui sont très offensifs, qui sont nos ailiers, 3 joueurs centraux, qui va ressembler à ce que vous verrez sur un 4-3-3. Et puis le système le plus facile à apprendre pour les enfants, c'est le 3-4-1, où les rôles sont comme très classiques par rapport aux positions des joueurs, euh, avec nos 2 ailiers sur les côtés et notre attaquant devant. Euh, Pour les tournois, donc, la saison de CDC est gérée par la Ligue du Lac-Saint-Louis, où nous avons 12 matchs au cours de la saison, qui commencent donc le 17-18 mai. On n'a pas le calendrier complet, donc je ne suis pas sûr que tout le monde joue le 17-18, mais ça dépend un peu des disponibilités de terrain. Mais il y a 12 matchs étalés sur la saison. Donc il y a certains week-ends où on n'a pas de match. Certains week-ends, des matchs vont être reportés pour différentes raisons. Et vous pouvez participer à certains tournois qui sont planifiés autour de la province. Les tournois, à part celui du FC3 là, qui est celui de notre club, qui est obligatoire pour tous, et puis ce jour-là, il y en a juste un autre, qui est fin septembre, c'est à votre choix. Donc, il y a un coût pour participer au tournoi, il faut être disponible, il faut avoir assez d'enfants. Des fois, on n'a pas assez d'enfants, mais l'autre groupe de la même classe d'âge ne joue pas, donc on peut aller prendre des enfants dans l'autre groupe. Les coachs, on leur partage une liste de tournois, et normalement, vont vous questionner pour connaître vos disponibilités. On peut choisir d'en faire, à cet âge-là, en faire un pour les U9, U10 ou 2, et 2 pour les U11 ou 12, c'est un bon choix. Avec celui de 3 là, ça fait 3. Mais ça va être une activité optionnelle qui comporte un léger coût pour vous. Le coût pour un tournoi, pour l'inscription d'une équipe, ça varie entre 400 et 500 $. Disons que vous êtes 15 enfants, vous faites la division, on a une trentaine de dollars par enfant. Ensuite, ça a été trouvé, le code d'éthique. Donc là, je vais encore changer d'écran pour vous montrer ce document. Alors, encore une fois, un peu comme les règles du CDC, le code d'éthique, c'est comme un code de vie de tous les gens qui participent et qui sont membres de FC3 Lac. Je passe vite sur l'introduction. Ça comporte un code d'éthique pour les entraîneurs. Donc, vous allez recevoir au complet, vous verrez les éléments exacts. C'est du bon sens et ça rappelle les notions que je viens de vous spécifier dans la présentation. La même chose s'applique aux joueurs. Donc, je vais le lire rapidement, mais je vais quand même l'aborder avec vous. On joue pour s'amuser, on observe les règles de jeu, on accepte les décisions des officiels, on respecte les arbitres, les adversaires, les supporters. Je dois rester maître de moi. Je soigne ma conduite sur en dehors du terrain. J'apporte la même considération et collaboration à tous mes coéquipiers. C'est un enfant jeune, c'est des notions sur lesquelles on travaille, mais ça fait partie de nos règles. Je respecte mon entraîneur et les dirigeants. Je joue avec intensité sans me décourager face à l'échec et sans trop de vanité lors de la victoire, c'est une notion importante. Bien sûr, respecter le bien d'autrui et éviter tout vol et vandalisme. Fournir un effort honnête. Participer aux activités du club et de l'équipe dans un esprit de collégialité. Bien sûr, on a créé un sentiment d'appartenance au club, on veut que tout le monde participe.
et ne pas se servir des médias sociaux pour dénigrer un joueur ou autre. Donc des règles qui vont ressembler à l'école, mais qui, si elles sont enfreintes, peuvent provoquer l'exclusion du joueur, ou si c'est le parent des deux, en fait. Donc, on va vous envoyer le document. Je vous envoie un document qui comprendra les 3 parties, mais vous avez juste à signer la partie joueur de la part de votre enfant, il peut marquer son nom, et la partie parent. Donc la partie parent rappelle des valeurs proches, mais qui sont plus appliquées à vous. Donc encourager les enfants à suivre les règles du jeu, résoudre les conflits sans hostilité ou recours à la violence. Ne jamais mettre en doute le jugement, l'honnêteté des officiels en public. Donc ça, c'est des notions que je vous ai spécifiées dans la présentation. Respecter les entraîneurs qui sont de temps en temps des bénévoles, pas toujours, et qui concentrent leur temps aux activités sportives. Ne pas oublier que les enfants font du sport pour leur propre plaisir et pas celui des parents. Encourager les règles de l'esprit sportif. Reconnaître les performances de vos enfants comme celles des adversaires. Les aider à améliorer leurs habilités et à développer leur esprit sportif. Apprendre aux enfants qu'un effort honnête vaut tout autant que la victoire, ça va être très important. Juger objectivement les possibilités de leur enfant, ça c'est des discussions qu'on a peut-être ensemble. Ne pas ridiculiser un enfant qui a commis une faute. Éviter toute forme de discrimination. Appuyer sur tous les efforts visant à éliminer la violence verbale et physique dans notre sport. Respecter les structures de club pour régler nos problèmes qui pourraient intervenir. Et encore une fois, ne pas utiliser les médias sociaux à des fins de dénigrement. Donc, ce document va vous être envoyé. Vous allez le remplir et vous pourrez le rendre au coach de votre groupe. Donc, on va attendre la fin de la formation des groupes. Et puis là, on va vous demander de remplir ces documents. Il y aura également une feuille d'information médicale sur lesquelles on a besoin de savoir des informations si jamais on a besoin d'avoir une intervention rapide où vous ne seriez pas présent. On vérifiera que chacun d'entre vous a des numéros de téléphone associés à vos dossiers dans Rétroaction. Là, j'ai très peu de gens qu'on n'ont pas parce qu'on importe les données de Sportdal, donc souvent c'est assez complet. Mais là aussi, il faut qu'on puisse sur le terrain pouvoir appeler des parents. En fin de session, l'enfant il attend, le parent il n'est pas là, il nous faut des numéros pour vous rejoindre. Donc tout ça, on va faire attention. Et je pense que ça va être le tout pour les documents. Je pense que nous arrivons à la fin. Donc, la petite partie de conclusion, ça revient un peu à ce que j'ai dit au début sur le fait que ce qu'on va demander à vos enfants, c'est pas le même soccer qu'on a pu voir, je sais pas, aujourd'hui et hier en Champions League. Okay, c'est leur monde, ce sont des enfants, ils sont là pour s'amuser, à pratiquer un sport. La raison pour laquelle ils le font, c'est le fun. Donc, c'est pas je veux gagner à tout prix. Donc, il faut penser à ça. Le but, c'est pas d'apporter à ces enfants la volonté de jouer un soccer d'adulte, c'est de créer un environnement de soccer qui leur permet d'être des enfants, de grandir dans ce monde, et eux, ils vont se développer, et eux, ils vont devenir des bons joueurs. Donc, c'est vraiment la clé de tout ce qu'on fait. Et il faut réussir à garder ça en tête, même si des fois, ça ne matche pas les aspirations qu'on a nous comme adultes, mais eux, comme enfants, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, même, je dirais, on voit le développement et ça fonctionne bien. Voilà, ça va être ça pour la partie que je voulais vous présenter. Je vais regarder rapidement les questions. Je pense que je vais commencer par les dernières qui répondent peut-être pas à ce que j'avais dit. Donc les 3 pratiques par semaine pour le maillot bleu, oui, ça fait du lavage. Peut-être qu'on aura une possibilité d'en avoir un deuxième, je ne suis pas certain. Mais même comme coach, je n'ai pas beaucoup de chandail et effectivement, j'arrive à les gérer. Donc les 3e pratiques ne sont pas encore dans rétroaction. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr de l'accès au terrain. Donc, mais après, tout sera dans rétroaction, tout va y être. Okay, donc, il n'y aura pas de session hors rétroaction, mais tout n'est pas encore parce qu'on n'est pas encore sur tous les terrains. Donc, si vous êtes en retard, oui, parlez au coach, s'il vous plaît. Okay, if your coach can know that you will be late, then if it's just one day, that's totally okay. But yeah, if we can know, that's good. Sur la session, j'ai une question sur la deuxième moitié du terrain vide. C'est un exemple. Souvent, on va utiliser les 2 terrains. En fait, ça dépend du nombre d'enfants, parce que quand on a différents nombres de groupes, le fait de pouvoir utiliser, on n'a que 4 groupes, 4 stations, qu'on peut utiliser juste un demi-terrain pour faire toute la session, ça permet au staff d'être concentré. Donc nous, ça nous aide d'avoir qu'un demi-terrain, même si on pourra avoir 2 groupes d'un côté et 2 groupes de l'autre, où ils auraient peut-être un peu plus d'espace, mais en fait, ils feraient les mêmes activités. Et puis nous, pour le staff, ce serait plus dur à gérer.
Donc les évaluations. On vous donne une évaluation complète en fin de saison. C'est quand même beaucoup de travail pour les éducateurs, donc on n'en fait pas forcément trop. Si vous avez des questions, allez les voir. Par contre, au cours de la saison, quand un enfant change de groupe, là, on a une discussion avec lui. Donc le but, c'est d'avoir la discussion avec lui. Il faut qu'il comprenne pourquoi il a bien fait et qu'il change de groupe, sur quoi il doit continuer à travailler. C'est pas parce que tu as changé que c'est fini. Et si jamais tu descends de groupe, tu dois comprendre quel est l'élément. Souvent, c'est l'élément au singulier, ça peut être deux, sur lequel il faut travailler très très fort pour pouvoir continuer, progresser plus. Euh, cette information, c'est l'enfant qui doit la comprendre. Et s'il a bien compris ça, je sais pas, par exemple, ta première touche est pas assez bonne, pour l'instant, le ballon va pas au bon endroit, c'est trop loin de toi ou trop proche et ça permet pas de progresser. Il faut vraiment qu'il insiste sur ça. S'il a compris que dans chacune des sessions, où on va parler de passe ou de dribble, il fait attention, il est concentré, il va progresser et ça va bien aller. Puis souvent, s'il corrige ce défaut qui est son plus gros défaut, ben, il est devenu un meilleur joueur. Donc, c'est l'enfant qui doit comprendre ce message. Donc, c'est partagé par son coach quand on annonce des changements de groupe à ces enfants-là. Des fois, j'ai des parents qui aiment savoir pourquoi ils changent. On peut avoir une discussion supplémentaire. Mais la discussion normale, elle est avec les enfants. Euh, Alors, est-ce qu'on peut discuter la position d'un éléphant dans le match? Je ne crois pas. Ça va être au choix du coach. Alors, nous, on va les bouger de position pendant le match. Euh, Pour la partie des groupes féminins, donc chez les garçons, on a nos 4 classes d'âge. On a de 1 à 3 groupes par classe d'âge. On doit vérifier combien d'enfants peuvent rentrer dans ces groupes en fonction de capacité. Pour les côtés des jeunes filles, on a 2 groupes en U12, un en U11, un en U10 et un tout petit en U9. Donc il n'y a pas beaucoup de filles U8 ou U9 au club. Pour ces enfants-là, on va les évaluer sur le terrain et voir en fonction des différents nombres d'enfants dans les groupes, comment on peut proposer une solution pour que toutes jouent un nombre de temps égal et puis dans un groupe qui leur va. Pour ce qui est de l'évaluation de Soccer Québec, il y a toujours des trucs à améliorer. Si je vous donne la grille, ça j'ai dit 50 critères, je ne sais même pas si je suis correct, hein. Donc on a eu 2 évaluations qui sont passées par accident, par erreur, en fait, ils ne le contrôlent pas, sur le même thème, la même session, avec des feedbacks différents sur chacun des exercices. Donc ça dépend un peu aussi de comment ils le mesurent. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux mettent en place donc une grille pour tous les clubs qui sont de niveau provincial ou, euh, ou national. Les régionales sont faites par la région. Soccer Québec s'occupe des 2 autres. Et donc, pour pouvoir avoir une licence de ce type-là, donc nous, on a la licence provinciale, il y a des critères à respecter et le CDC doit avoir une note minimum. Donc, on a toujours eu plus que la note minimum. L'année dernière, ils avaient changé la grille, donc c'était une grille où tous les critères baissaient un petit peu. Donc, on a toujours été au-dessus de ce qu'il fallait avoir. Après, certains des critères qu'ils ont sont valides, dont on y travaille, d'autres sont un peu avec l'ambiance du jour, donc ça, on faut en prendre et à laisser, mais le but, c'est qu'on atteint un standard minimum qui est celui requis par Soccer Québec. Hum. La question sur l'année. Oui, la présentation sera partagée après. Donc, on va la garder, la mettre sur YouTube, et puis quand ça sera prêt, on vous partagera le lien et vous aurez accès sur le channel du club. Ouais, donc les dates des distributions d'uniformes ne correspondent à l'entraînement de personne exactement, parce qu'il va falloir que le staff, les gens qui sont en charge de ces équipes soient présents à la distribution. Donc idéalement, c'est pour ça que c'est un samedi matin, un jour où personne n'est actif et n'est pas bloqué par un entraînement. Si jamais on n'arrive pas à avoir cette salle le samedi matin, on ira vers le mardi soir ou mercredi soir, qui sont effectivement des jours où, encore une fois, on n'est pas sur le terrain. Et si vous ne pouvez pas être présent parce que vous avez une autre activité, les coachs gardent les chandails non distribués et pourront les donner au début, au début d'un entraînement ou avant un match. Pour ce qui est du sac, c'était vraiment pour les U9. L'année dernière, c'était pour tout le monde. Mais cette année, c'est que pour les enfants qui rentrent, le ballon est pour tout le monde. Ok.
Donc, il y a un élément aussi que je vais discuter, c'est moi, je vais vous parler beaucoup de développement, de qu'est-ce qu'on veut faire avec les joueurs à long terme. Soccer Québec va avoir le même discours, Soccer Canada, la région. Et puis après, on nous met des règles ou on nous impose des choses qui vont complètement contre ça. Donc l'environnement est loin d'être parfait. Et un des problèmes, par exemple, c'est on doit inscrire nos équipes, donc choisir parce que la ligue fonctionne quand même par groupes qui en fait sont des divisions. Donc on doit choisir fin mars dans quel groupe on inscrit nos équipes et donc combien d'équipes. Vous n'êtes pas encore inscrit. Nous ne savons pas combien nous avons d'enfants. Nous ne sommes pas sûrs de combien on a de groupes. On a une idée, mais on n'est pas sûr. Et on n'est absolument pas certain du niveau des équipes. Donc on doit prendre la décision de dans quelle ligue on inscrit le groupe 2, le groupe 3, sans savoir quels sont les enfants du groupe 2, du groupe 3. C'est impossible de changer par la suite. Je ne sais pas pourquoi, il y a des ligues qui fonctionnent différemment, dans d'autres sports en tout cas, mais là c'est comme figé pour la saison, puis that's it. Donc ça crée des fois des situations complexes où une équipe va se retrouver dans une division qui est trop élevée pour elle. Je vous dirais qu'il vaut mieux ça que le contraire. Je me suis déjà retrouvé avec une bonne équipe qui a été mise en division 2. Je m'étais plaint de ça, on m'a dit bah non c'est trop tard, ça va être comme ça. On gagne tous les matchs toute la saison sauf un, où on a fait match nul. C'était difficile de s'assurer que les enfants continuent à apprendre. C'est plus facile d'apprendre quand vous perdez que quand vous gagnez. Encore une fois, c'est trop facile, je fais n'importe quoi, je gagne quand même. Donc c'est vraiment complexe. Le contraire permet de travailler. Maintenant, si c'est trop dur et que l'écart est trop élevé, ça fonctionnera pas forcément bien non plus. Au moins, ça fonctionne qu'un certain temps. Euh, Cette réforme qui avait été proposée il y a certaines années avait une règle que je trouvais la règle la plus formidable de toutes. C'était quand le match commence à se déséquilibrer, donc disons ils ont mis un score, je pense, de 5-0, au lieu de rajouter un joueur comme on fait maintenant, c'est on arrête le match, on mélange les deux équipes et on continue. Et ça, c'était pour le développement de tous les joueurs de toute la province et de tout le Canada, c'était la meilleure règle possible. Je ne sais pas si elle n'a pas survécu au premier match. Il y a la Covid qui est arrivée, qui a empêché un peu de faire cette règle-là aussi. On n'y est jamais revenu. Et donc, sur les problèmes qui nous créent de manière administrative, c'est plus corrigé par ce genre de règles comme démocratiques. C'est dommage. Donc, des fois, on se trouve coincé. Mais nous, le but, c'est de continuer à travailler. Je vois quand même les enfants qui progressent, en tout cas ceux qui lâchent pas. C'est là que notre rôle comme parents est important. Nous, comme staff, de ne pas les critiquer parce qu'ils ont perdu, ça n'a aucun sens, mais de réussir à travailler. Effectivement, ça serait mieux que tous les matchs finissent 2-1, quel que soit le sens, mais on est exposé à des contraintes qui font qu'on ne peut pas forcément y arriver. Tout à fait, donc covoiturage, alors ça c'est quelque chose d'important. Oui, on sera souvent sur le même terrain. Quand vous allez connaître vos équipes, vous reconnaîtrez peut-être des gens, vous aurez des chats pour communiquer, vous pouvez passer par les coachs. Il y a forcément des possibilités d'emmener les enfants vers les terrains. Souvent, on se connaît déjà à l'école, donc ça marche bien. Si on ne connaît pas, il faut poser la question. C'est très très rare qu'un enfant soit isolé. Donc oui, le covoiturage est complètement possible et vraiment encouragé. Pour les tournois, donc c'est les coachs qui vont contacter. Donc, il faudra avoir la disponibilité des parents, des coachs, et puis quel tournoi vous voulez faire, sachant qu'il faudra aussi choisir à combien vous voulez participer. Ça va se faire une fois que les équipes vont être créées. Euh, donc, les dates des entraînements sont toutes connues à l'avance. Les dates des matchs ne le sont pas, même pour nous encore. Pour l'instant, nous, au club, on a connaissance des matchs à domicile et on choisit, donc ils nous ont été imposés à certaines dates, et nous, on choisit sur quel terrain on les met. Donc, par équipe, on fait ça. On n'a aucun accès encore, on appelle ça un mode brouillon, on n'a aucun accès aux matchs à l'extérieur, qui sont gérés par d'autres clubs, qui les mettent sur des jours et des heures qu'on ne connaît pas. On commence le 17, je n'ai pas vu la date, mais j'estime que souvent c'est 2 semaines à l'avance. Vous avez accès, je vais vous le montrer. Donc tout est géré par Sportdog, ok, là où vous êtes inscrit. Est-ce que j'ai... On va se voir là. Donc, vous êtes inscrit sur la page Sportdog du club. Quand on est sur cette page, il y a une page équipe. Si je vais sur la page équipe, avec la bonne saison qui est déjà maintenant par défaut la bonne, on va trouver toutes les équipes qui sont publiées par le club. Donc au niveau du CDC, je l'ai géré, donc je sais que c'est les équipes qui vont jouer cette année, ou qui étaient dans la première version de ce qu'on va jouer. Donc si on prend une équipe, là j'ai le groupe U10 féminin, groupe 2.
Et je vais cliquer maintenant, je pense qu'il n'y a rien. Mais si je clique sur horaire, une fois que ça va être publié, donc la semaine prochaine peut-être ou fin de semaine, ah ben voilà, ah ben on voit la surprise ensemble, je ne le savais pas. Les horaires ont donc été publiés. Donc sur le mois de mai, je vois effectivement, donc ça c'était ce qui était prévu, que les matchs commencent le 17 ou le 18. Euh, Ce match-là est joué donc, sur le terrain de l'Est d'Orval, donc on ne savait pas qu'il existait, euh, à 10 h le matin, le 18 mai. Et le 25, là, c'est la salle qui nous visite, donc au Parc des Citoyens. Donc, si vous faites le même exercice, moi aussi je vais chercher parce que je vais sortir le calendrier au complet, si vous faites le même exercice par équipe, on peut savoir déjà la planification des matchs. Attention au fait que dans des groupes, donc là l'exemple que j'ai pris est facile parce que le groupe U10 féminin, il n'y en a qu'un. Si c'est une classe d'âge où il y a plus qu'un groupe, on va prendre les U10 masculins, bah, vous n'êtes pas encore sûr dans quelle équipe va être mis votre enfant. Donc pour l'instant, il y a encore un doute. Je vais juste en prendre une au hasard et je m'attends à trouver un match aussi le 17 ou le 18. Je pense que j'ai cliqué comme il faut. Donc juste laisser du temps à la machine, ça marche. Et effectivement, le samedi 17, donc là on est chez les garçons, donc le samedi 17, samedi 24, c'est parti, il y a des matchs, la salle et après chez nous. Donc voilà, c'est effectivement les matchs sont déjà sortis. On vient de le découvrir ensemble. Euh, donc pour les pratiques, donc l'année dernière, nous avions une rotation entre Down Garden et Cité des Jeunes. Chêne-Bleu, pardon. L'idée est que nous avons des membres du côté Vaudreuil et du côté de Lille, donc on essaye de délocaliser un coup d'un côté, un coup de l'autre pour être proche de chacune des parties. Cette année, on n'aura pas Chêne Bleu, il va être en réflexion, donc on ne peut pas faire ça. Donc l'équilibre qu'on fait un peu, c'est faire les entraînements du côté Vaudreuil, les autres activités du côté de Lille. Et là, ça dépend de la taille des terrains, de qu'est-ce qu'on peut faire sur les terrains, est-ce que les buts sont mobiles, est-ce qu'il y a un terrain, deux terrains, trois terrains, est-ce qu'il y a de l'éclairage. On n'a pas beaucoup de choix. Donc le but, c'est vraiment d'en mettre des deux côtés pour que vous soyez chacun à votre tour proche de chez vous. Donc effectivement, les entraînements d'équipe sont à Notre-Dame-des-Liperaux. Euh, des fois, par exemple, ça m'arrivait l'année dernière, le coach des garçons ne pouvait pas être présent le jeudi soir. Donc là, on a regardé ce qui était disponible le vendredi soir, et le vendredi soir, c'était peut-être un terrain encore à Vaudreuil. Donc sur des critères particuliers, ça peut changer, mais la règle est celle-ci. J'ai une question de Maris qui me parle de ni sac ni ballon. Si c'était l'été dernier, c'est pas normal. Si c'est l'hiver de cette année, ça l'est. Contactez-moi qu'on puisse vérifier le problème. For those that have remarks in English or may have missed something, you can contact me again and then I can repeat some part of the presentation. Yeah, we'll do most in French, but I can repeat if you need some things. Ce qui va être des uniformes, donc l'année dernière, on avait tout le monde qui avait des numéros de 1 à X, fonction du nombre d'enfants, et puis ça marche par taille de chandail. Donc les premiers chandails sont petits, ou extra small, small, et puis ensuite ça monte. Par contre, on avait des problèmes à faire des échanges entre les groupes, et puis en cas de call-up, on peut avoir 2, 15, et ainsi de suite, c'est informatique. Dans toutes les équipes du club, maintenant, donc à partir des pré-CDC jusqu'au U18 ou U17, on a fait attention à ce que les numéros soient compatibles, c'est-à-dire les U9 ont des numéros, je dis au hasard, je ne sais pas si c'est cette règle-là, mais les U9 sont des nombres pairs de 2, 4, 6, 8, ainsi de suite, et les U10 sont impairs, 3, 5, 7, et ainsi de suite. Donc un U9 peut jouer en U10, un U10 groupe 1 peut jouer en U10 groupe 2, parce que les numéros ne vont pas être les mêmes. À travers ces numéros, c'est encore la taille c'est croissant en fonction de la taille des chandails. Donc les plus petits chandails sont les petits numéros, les moyens sont vers le milieu de la série, et puis les plus grands sont dans les gros numéros. Donc quand on distribue les uniformes, souvent, déjà on essaye un chandail bleu qui est non numéroté, on trouve la bonne taille, ensuite on sait qu'on a besoin d'un chandail médium. On va à la pile médium. Sur la pile médium, il y a deux chandails sur le haut de la pile, c'est le 17 et le 19. Tu prends le 17 ou tu prends le 19. Si après tu veux changer avec ton ami qui a eu le 27 et que c'est mieux pour toi, pourquoi pas, mais on ne peut pas aller plus que ça parce que ça prend trop de temps.
Voilà, je pense que je suis passé à travers tout. Si jamais il y en a d'autres, je reste encore un petit peu. Sinon, ça, ce que je vais dire pendant qu'il y a d'autres questions qui viennent, c'est vraiment la philosophie du CDC, c'est vraiment quelque chose qui est très productif. Il y a des problèmes, c'est pas parfait. Le premier problème, c'est que tous les clubs ne jouent pas la même règle, donc on est un peu contraint de naviguer dans tout ça. Mais je vois l'évolution des enfants, je vois le plaisir qu'ils prennent, je vois des évolutions vraiment surprenantes par moment, et avec le temps, les enfants progressent. Donc là, la méthodologie derrière tout ça, elle est réfléchie, il y a des études. Si on réfléchit à l'école, c'est un peu comme ça aussi. C'est quelque chose qui fait du sens et qui a été travaillé avant d'être mis en place. Euh, L'année prochaine, vous verrez, Soccer Canada a réfléchi aussi à faire une autre évolution vers des formats de jeux plus petits, les garder plus longtemps dans des formats plus réduits. On les éloigne du 11 contre 11, on les rapproche de ce qu'il faut pour qu'ils se développent, c'est-à-dire toucher plus de ballons et apprendre à être meilleur joueur avec la balle. Donc, c'est vraiment, on travaille en petit espace, on crée des exercices qui les forcent à rechercher une solution qu'on veut, c'est difficile. Ce ballon est rebondit en tous les sens, mais on travaille pour que ça aille mieux. Et avec le temps, les enfants progressent, même quand c'est difficile. J'ai des exemples d'enfants à un niveau catastrophique qui ont rejoint un CDC. Ça prend du temps, ça prend de l'envie, s'il y a la bonne attitude. Ça peut prendre 2 ans, mais l'enfant va devenir un joueur correct. Donc le système fonctionne bien. Et voilà, on met tous nos efforts pour que ça aille le mieux possible, avec nos contraintes. Et puis on essaye tous les ans d'améliorer l'environnement. Et puis voilà, on attend de voir plein de beaux sourires des enfants sur les terrains. Et puis ça, c'est notre récompense. Voilà, merci à vous. Merci d'être venu. Bonne soirée. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis cette présentation sera envoyée, partagée si vous voulez vous y référer. Merci à tous. À bientôt sur les terrains. On se revoit demain pour certains. Bonne soirée.